Mesdames et messieurs, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. L'auditorium s'est formidablement rempli et cher Christophe Conque, président du groupe coopératif Euralis, je vous remercie de cette invitation que vous m'avez adressée parce que j'ai l'impression que dans cette grande famille qui est la vôtre, qui joue à domicile, ils sont rares les invités extérieurs. Je suis donc ravi, flatté d'être à vos côtés. Vous avez voulu cette année, si j'ai bien compris, revenir à la maison pour organiser cette assemblée générale dont nous entrons dans la deuxième partie avec ce thème. Comment Euralis est engagé dans la décarbonation de ses activités qu'on va détailler tout à l'heure. Mais avant cela, pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de vous réapproprier dans vos locaux cette assemblée générale, Christophe? Alors déjà, on est revenu ici parce que quelque part c'est ici que tout a commencé. C'est ici que tout s'est construit. On est dans l'espace Louis Bidot, c'est grâce à lui que le maïs est arrivé en Europe et que le premier laboratoire de recherche maïs qui est encore en fonctionnement ici a été implanté dans les années 56. Donc c'est quand même un endroit mythique. Et puis on a besoin par les temps qui courent aussi de faire un peu d'entre-soi, de se resserrer un peu entre nous, parce que je pense que tout ce qui devait être dit a été dit. Et maintenant l'idée c'est qu'on puisse ouvrir une fenêtre pour un peu se projeter vers l'avant, parler de décarbonation, parce que c'est des futurs enjeux vers lesquels on va devoir aller. Alors, vous avez choisi en effet cette thématique à un moment clé, on le sent bien, à la fois de la réflexion au niveau économique, sociétal, mais aussi un moment clé, quelque part pour l'agriculture, en matière de prise de parole, en matière d'interrogation, en matière de volonté, quelque part, hein, de réaffirmer le modèle qui sera le sien demain. Pourquoi c'était important que la coopérative, et je dis bien la coopérative, Euralis, s'empare de ce sujet et quelque part ne soit pas simplement dans une posture d'attente ou de mise en place de normes ou de contraintes telles que certains le disent ou le voient de façon un peu simpliste. Alors le premier point par rapport au mouvement qui a pu avoir lieu, nous avons accompagné ce mouvement sans s'afficher. Voilà. Parce que quelque part, on est tous des agriculteurs et quelque part, ce qui s'est dit, on le vit tous les jours. Voilà. Maintenant, nous, comme je disais tout à l'heure, l'institution demeure, nous on ne fait que passer, mais en fait, ici on ne fait que s'adapter. Depuis maintenant 87 ans, on est passé de la COP des céréales à la COP du maïs. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, de décarbonation, et si on veut exister demain, on n'a qu'une seule solution, s'adapter. Mais notre devoir à nous, c'est faire en sorte qu'on s'adapte au mieux pour nos agriculteurs. Voilà. Parce que ce qui arrive, tout est écrit. On parlera du Green Deal. Le Green Deal, il a été voté, on dit c'est l'Europe, mais les Français l'ont voté. Nos élus l'ont voté. Et moi, j'accepte pas qu'on fasse les vierges effarouchées en disant « Ah, on ne savait pas ». Mais on l'a voté. Moi, quand je signe quelque chose pour vous, je sais ce que j'ai signé. Et j'espère qu'ils font pareil. Alors, on va parler de tous ces sujets avec un angle volontairement positif, un angle apporteur de solutions, ou en tout cas de réflexion très concrète. L'idée, ce n'est pas de faire de la théorie, c'est bien de continuer à être extrêmement pratico-pratique. C'est ça l'angle que vous avez, la feuille de route quelque part que vous avez donnée à vos collaborateurs, qui vont nous rejoindre tout à l'heure, aux élus, à l'ensemble de celles et ceux d'ailleurs qui travaillent à vos côtés, quel que soit leur niveau. On est concret, on est pragmatique, on met en place des choses. Voilà. L'idée, c'est de partir macro, c'est quoi l'enjeu ? Et après revenir sur mon exploitation, comment ça va me percuter et comment je vais en tirer profit. Parce que quelque part, nous, on travaille la seule matière qui peut décarboner grâce à la photosynthèse. Nous, on l'a. Et donc, tout le monde va compter sur nous pour faire un effort, mais il n'empêche que cet effort, il ne peut pas être gratuit. Si les aménités, on doit en retirer des résultats, des profits, on le fera sans état d'âme. Voilà. Mais l'idée, c'est ne pas subir, être proactif, aller au-devant des gens. Il y a des gens qui ont des gros soucis de décarbonation. Nous, on peut être leur solution, mais on va être leur solution, mais pas à n'importe quel prix. Le message est clair. Alors pour ouvrir ce débat, nous allons aujourd'hui accueillir un grand témoin extérieur, parce que vous avez souhaité apporter un regard tiers quelque part à cette réflexion, qui ensuite sera encore une fois très axée sur le monde agricole. Et vous avez choisi de faire intervenir la directrice du marché d'affaires EDF. Je vais donc lui demander de bien vouloir nous rejoindre. Vous l'applaudissez, Madame Nelly Recrosio.
Bonjour madame, je vais laisser au président, vous allez prendre sa place dans quelques instants, mais je vais laisser au président le soin de dire deux mots sur le pourquoi vous avez choisi en effet la présence d'EDF parmi nous aujourd'hui, à moins que vous ayez des velléités pour négocier en quelconque prix du marché. Il y a d'autres raisons, rassurez-moi Christophe. Non, il y a un temps pour tout. Ah, très bien. Ouais. Non, en fait, au départ, je veux revenir un peu sur... Bon, cette année, nous avons voulu revenir aux sources de la coopérative, au siège, au TELUS, comme on l'appelle ici, parce que ce lieu, il nous rappelle d'où on vient. Ce lieu, il a vu passer énormément d'agriculteurs, d'agricultrices, de salariés, d'administrateurs et d'administratrices. Et je faisais le lien avec l'amphi Louis Bidot. C'est quand même Louis Bidot qui a été le premier président de la COP. Mais l'agriculture qu'ils ont portée à l'époque a beaucoup évolué. On a travaillé avec François Pursegle qui a fait un livre qui a un titre qui est un peu accrocheur, c'est Une agriculture sans agriculteurs. Je vous invite à le lire, mais ce livre, il a un titre provocateur, pardon, mais il analyse avec des chiffres un mouvement profond. On ne compte plus qu'une ferme familiale. Non, on ne compte plus qu'une ferme sur 5 qui est familiale en France, aujourd'hui. 50% des agriculteurs vont prendre la retraite d'ici 3 à 5 ans. L'incompréhension entre la société et notre profession est de plus en plus grande. Même, vous l'avez vu sur quelques points de manifestation, même entre nous, on ne se comprend plus. Et puis on le voit, la délégation, 18% des éleveurs font travailler leur terre aujourd'hui à d'autres. Ce malaise, ce sentiment de disparaître s'exprime plus fort ces dernières semaines. Il y a eu des annonces, mais je ne pense pas qu'elles seront suffisantes. Parce qu'on a laissé faire trop longtemps. Alors ce mouvement, à nous, il nous interpelle parce que l'idée, c'est de se poser la question, est-ce que la coopérative est encore en phase avec les attentes de nos agriculteurs? Est-ce que cet outil est adapté? Comment va évoluer l'agriculture? Quand je vois, moi, mes enfants et les jeunes générations qui sont des consommateurs, je me dis, est-ce qu'ils seront aussi fidèles que ma génération? Ou celle de nos aïeux qui ont construit tous les silos qu'on a derrière, y compris ce siège dans les années 70. L'objectif de Rallye, il n'a pas changé, c'est accompagner les agriculteurs au mieux dans le pilotage des exploitations, dans les réponses aux enjeux qui soient sociétaux et économiques, et soyez sûrs que les équipes sont engagées, et vous le verrez. Vous allez le constater, ce débat autour de la décarbonation de nos activités agricoles, il va tourner autour de ça. Je disais, le Green Deal, je ne sais pas si tout le monde a bien compris ce que c'était. Ce qui a été voté à Bruxelles, c'est 1. La réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. 2030, c'est demain. C'est un court terme, 2030. 2. À horizon 2030, le volet agricole prévoit la réduction de moitié de l'usage des pesticides. 3. La réduction de 20% du recours aux engrais chimiques. Par ailleurs, la part des surfaces cultivées en bio devra atteindre 25% à cette même date. Et 10% des surfaces productives que l'on a actuellement devront être mises en jachère avec leur fameux retour à la nature. Alors je ne sais pas ce que va devenir ce Green Deal, puisqu'on a vu que Mme von der Leyen a déjà dit qu'ils allaient mettre en suspens le côté baisse des usages de produits phytopharmaceutiques. Mais l'Europe, je peux vous dire, c'est pugnace. L'Europe, ça n'abandonne jamais. Là, ça va mettre en sommeil pour faire taire, pour faire oublier. Tout le monde va repartir au boulot, mais petit à petit, ça va y revenir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il nous faut donc nous préparer à tout cela. C'est ce que nous faisons au quotidien. Donc, je vais remercier tous les intervenants qui vont venir vous amener des éclairages, parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Par contre, on fera le lien avec ce que Christian nous disait à l'époque, parce que Christian, quand il allait à Bruxelles, tous ces bruits de couloir, il les connaissait, il les savait. Quand on a fait le choix du conseil, mais c'était le choix de s'adapter à un nouveau modèle. Il disait qu'on changeait de paradigme, mais nous, on a un coup d'avance pour changer de paradigme. Voilà. Et donc, vous avez
décidé d'ouvrir en effet cette réflexion avec votre présence, madame. Alors vous allez prendre place. Christophe, merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle. Nelly Recrozio, merci d'être avec nous et d'être venu nous rejoindre. Alors vous avez rejoint le groupe EDF en 1985 en intégrant alors la recherche et le développement. Depuis, vous avez occupé de très nombreux postes dans les directions commerciales en région, jusqu'à prendre la responsabilité de la direction des grands comptes. C'était en 2015. Et puis en 2022, vous avez pris la tête du marché d'affaires qui accompagne un nombre impressionnant de clients professionnels. Alors, on parle des TPE, des PME, des différentes structures diverses et variées. Ça fait 1,5 million de clients professionnels. J'ai une première question toute simple avant de parler du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je le disais, vous avez rejoint EDF en 1985. On a le droit de dire que c'était presque notre monde et que ce sujet de la décarbonation, qui aujourd'hui vous occupe fortement, et sur lequel vous êtes porteur de solutions, c'est quelque chose qu'on n'envisageait pas dans les années 90 et même au début des années 2000, de la même façon qu'on l'envisage aujourd'hui, ce côté urgence qu'a décrit d'ailleurs le président à l'époque, la recherche-développement. Vous étiez sur ces sujets-là ? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de m'avoir invité parmi vous. Alors, merci d'avoir rappelé que je suis rentrée il y a bien longtemps dans l'entreprise. Je vous rassure, c'est le cas de beaucoup ici, et c'est un compliment et non pas à l'inverse. Parce que l'art, c'est de durer. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas de décarbonation, on parlait déjà, on avait déjà des actions, on appelait ça de la MDE à l'époque, maîtrise de la demande en électricité, parce qu'on ne s'occupait pas encore d'énergie renouvelable, on ne s'occupait pas encore de toutes les énergies. Mais on travaillait sur les usages de l'électricité performants, on travaillait sur ces sujets-là et notamment à la R&D, mais pas seulement. Donc voilà, c'était un peu les débuts, mais c'est vrai qu'on ne parlait pas de décarbonation à l'époque. C'était une autre époque, en effet. Et moi, j'ai regardé, pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure et votre question, j'ai regardé la raison d'être de Rallis sur Internet. Et j'ai vu que dans cette raison d'être, vous parlez de durabilité, vous parlez évidemment de territoire, de votre activité cœur, c'est normal, et vous parlez aussi d'énergie et de développement. Et moi, je voudrais juste vous citer notre raison d'être dans le groupe EDF. Elle date de 2 ans à peu près. Donc elle n'est pas très ancienne, mais c'est construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Donc, moi, je trouve que ça se résonne quand même pas mal. On parle de développement parce qu'on ne pourra pas décarboner sans développement économique sur les territoires, et vous en êtes l'exemple, bien sûr. Et de préservation de la planète. Bon, là, je ne fais pas un dessin. De toute façon, vos métiers vont dans ce sens-là. Donc voilà. Donc on est complètement aujourd'hui, alors sans revenir sur des passés préhistoriques, on est aujourd'hui complètement, depuis quelques années déjà, sur ces sujets décarbonation. Et on l'est d'autant plus que, comme vous le savez, nos métiers en France et dans le monde d'ailleurs sont beaucoup sur ces sujets et finalement, on incarne et on développe la décarbonation sur deux jambes, je vais le dire comme ça. D'une part, sur notre mix de production électrique, je vais y revenir, et d'autre part, sur les solutions et services que nous apportons à nos clients. On va revenir sur ces 2 points, justement, avec ce premier item que vous développiez concernant le mode de production d'énergie. On peut dire que, quelque part, EDF, peut-être qu'on ne le dit pas assez d'ailleurs, vous êtes le mode de production d'énergie peut-être le moins carboné qui existe en Europe. Alors, effectivement, si on regarde notre mix de production en France et dans le monde, on est. Alors, je vais peut-être dire 2 mots de notre présence dans le monde parce que c'est peut-être pas. Vous nous connaissez, je pense, plutôt bien en France, avec une activité de production, de commercialisation d'énergie et de services à nos clients sur laquelle je reviendrai, et puis de réseau, bien évidemment. Nous avons des implantations au niveau international. Alors, en Europe, nous sommes sur 4 pays cœurs, la France, bien sûr.
le Royaume-Uni, l'Italie et la Belgique, où nous avons des métiers à peu près similaires à la France. Et puis d'autres implantations au plan international. Alors là, pas sur tous ces métiers-là, mais notamment sur les énergies non renouvelables, pas mal, sur le nucléaire aussi. Voilà, donc une activité très décarbonée. Alors pour répondre à votre question sur le mix de production, je vais quand même vous donner un ou deux chiffres pour bien intégrer ça. Notre mix est dans le monde à 90% décarboné, en France à 95% décarboné, du fait du nucléaire et de l'hydraulique, oui. Beaucoup. Alors on commence évidemment avec les autres énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, mais c'est quand même beaucoup le nucléaire et l'hydraulique. Le nombre, on mesure en fait la carbonation d'un mix, le degré de décarbonation d'un mix de production électrique par le nombre de grammes de CO2 par kilowattheure produit. C'est la mesure, on le comprend aisément. En France, le mix de production EDF, il est en moyenne sur ces dernières années, il est d'à peu près 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit. On dit comme ça ne vous dit pas forcément grand-chose, 20 grammes. Au niveau monde, il est autour de 40 grammes. La moyenne européenne, elle est à 250 grammes de CO2 par kilowattheure produit, et la moyenne mondiale est à 460 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc, et puis il y a des pays en Europe qui sont bien au-delà des 250, je les montrerai pas du doigt, mais c'est une moyenne. Donc, comme vous le voyez, on a effectivement un mix extrêmement décarboné. Donc, faire mieux sur la décarbonation de ce mix, c'est pas si facile que ça parce qu'on est déjà très haut. On aura toujours besoin de moyens de pointe de centrales à gaz. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on éteint les centrales au charbon. On a encore quelques centrales au charbon, une en France et quelques-unes dans le monde, dans les quelques années qui viennent. Donc c'est ça la marge de manœuvre. Et avec également des actions concrètes sur les émissions résiduelles, qui sont évidemment liées à côté de la production à l'activité. Alors oui, tout à fait. Quand vous regardez la production, les émissions de CO2 d'une entreprise, d'un grand groupe ou d'une petite entreprise, peu importe, et que vous voulez réduire les émissions de CO2, vous allez les réduire sur plusieurs axes. Donc les émissions de vos propres sites, quand vous fabriquez quelque chose, donc nous c'est l'électricité, donc on regarde ce qu'on émet. Je viens de dire qu'on en émettait quand même très peu par rapport à d'autres. Et puis vous regardez également les émissions de CO2 de toute la chaîne de votre activité. Donc l'électricité que vous utilisez, l'énergie que vous utilisez. Donc si votre fournisseur d'électricité, par exemple, c'est EDF, effectivement le mix il est très peu carboné. Si vous êtes en Allemagne et que vous achetez l'électricité à un producteur qui a que du charbon, un fournisseur qui se source auprès d'un producteur qui a beaucoup de charbon, évidemment, ça va être plus carboné. Et puis, vous regardez toute votre chaîne d'approvisionnement, donc les émissions de CO2 de vos fournisseurs, mais également de toute votre activité au-delà de ce que vous fabriquez, et puis également de ce que vous faites, de ce que vous vendez à vos clients. Donc c'est pour ça que quand on aide nos clients, quand on accompagne nos clients à moins émettre de CO2, et on viendra dessus, et quelque part on améliore également globalement le système. Et puis après on a des actions de réduction de nos émissions de CO2 dans notre activité. Je vais en citer 2 ou 3. On a 3 millions de mètres carrés de parcs de bureaux en France. Là pour le coup je suis France. Donc là, évidemment, on réduit on a des objectifs de réduction drastique des consommations d'énergie sur ce parc. On a des objectifs également d'électrification de notre flotte de véhicules groupe à horizon, donc électrique à horizon 2030. On est à 1/3 aujourd'hui, donc bien évidemment. Des actions sur le numérique responsable également. Aussi sur les envois de mails, etc. Et puis également sur de la récupération de chaleur sur nos data centers. Donc un certain nombre d'actions effectivement sur nos activités qui ne sont pas cœur et qui ne sont pas de production d'électricité, mais qui comptent dans les émissions de CO2 et qui comptent d'autant plus pour nous dans notre bilan carbone que notre mix électrique est extrêmement décarboné. Donc faire des efforts là-dessus, ça va finir par devenir compliqué, quoi. Alors c'est intéressant de le dire avant qu'on parle des leviers d'action et puis de la façon dont vous travaillez avec vos clients, ces fameux ceux qui composent ce marché dont vous avez la responsabilité, parce qu'on aura tout à l'heure un parallèle à faire avec quelque part la coopérative et la façon dont elle travaille avec les coopérateurs, avec les
agriculteurs, avec ses parties prenantes, avec ses fournisseurs, et puis en interne, dans la façon dont elle se transforme. Pour parler de cette décarbonation et des solutions que vous offrez aux entreprises, que vous proposez aux entreprises, il faut se remettre dans le contexte tout à fait particulier dans lequel nous sommes, mine de rien, aujourd'hui, concernant le marché de l'énergie. Et la façon dont il a évolué ces derniers temps. Je souriais tout à l'heure en disant, on ne va pas vous demander des négociations de prix aujourd'hui, mais cela dit, comment avoir quelqu'un qui représente EDF sans lui demander un point d'actualité? Et comment les prix, comment le marché, de façon générale, va évoluer ces dernières années? Parce que pour parler levier, encore faut-il bien comprendre où est-ce qu'on se situe au présent et surtout au futur, parce qu'on a l'impression, pardon de le dire comme ça, de ne plus rien comprendre et de ne plus être maître du tout d'outils de lisibilité, de prévision en matière énergétique. Alors effectivement, c'est une bonne question en effet. Donc peut-être quelques éléments sur le prix pour revenir ensuite à la décarbonation et aux économies d'énergie. Je pense que vous l'avez bien évidemment vu, l'année dernière, on a connu une crise de l'énergie et puis les médias s'en sont fait l'écho, bien sûr, en Europe, pas que en France. Alors ce qui s'est passé, c'est que les prix de l'électricité, de l'énergie en général, du gaz, oui, et donc de l'électricité, ont commencé à augmenter en 2021, à vrai dire, après le Covid. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en post-Covid, il y a eu une reprise économique, et notamment une reprise économique dans les pays d'Asie, qui ont du coup une demande de gaz extrêmement importante liée à cette prise économique. Et donc, il y a plein de bateaux de gaz qui se sont dirigés vers l'Asie, et du coup, on a eu une petite tension sur les prix du gaz. Et du coup, ça a fait augmenter une petite tension sur la demande de gaz, pardon. Et du coup, ça a commencé à faire augmenter les prix gaz et électricité en 21. Mais c'était pas hyper sensible encore. Et puis après, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle a conduit à une forte tension sur les prix du gaz et donc de l'électricité, puisque du coup, il y avait beaucoup de pays européens qui étaient qui dépendaient des livraisons russes. L'Allemagne beaucoup, nous un peu moins, mais quand même, malgré tout, ça a tendu les prix. Et donc, on a connu une envolée des prix en 2022, et en particulier, si vous suivez un peu ça, il y a eu un pic de prix de l'électricité et du gaz aussi, mais de l'électricité fin d'été. Le pire, ça a été le fin de l'été 2022, où les prix sont montés à plus de 1 000 € du mégawattheure, alors que les prix normaux, ils étaient autour d'une soixantaine, 70, enfin bon, voilà, ils ont même été plus bas auparavant, mais donc plus de 1 000 €. Et puis après, ils sont redescendus très vite. Ça a correspondu en fait à une attaque sur Nord Stream, qui est une liaison gaz. Ils sont redescendus très vite, mais ils étaient quand même encore de plusieurs centaines d'euros du mégawattheure pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aujourd'hui, ils sont plutôt, quand on regarde les prix, on regarde toujours les prix aux horizons année plus 1, je vais dire N plus 1, N plus, ça veut dire année plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Bon, aujourd'hui, les prix pour 2025, ils sont un peu moins de 80 € du mégawattheure. Donc vous voyez, c'est quand même fortement redescendu. Donc ça, c'est les prix de gros. Les prix de gros, on les utilise, les fournisseurs, tous les fournisseurs, donc vous devez dans la salle avoir, il y a différents fournisseurs pour vos contrats, il y a EDF, mais il y en a d'autres aussi, bien sûr, se fournissent sur ce marché de gros pour construire leurs offres qu'ils vendent à leurs clients. Et donc, évidemment, pendant l'année dont je viens de parler, quand nous avons tous collectivement, nous et nos concurrents, construit les offres pour 2023, évidemment, ça a été compliqué, ça a fait des offres chères. Alors, si vous aviez contractualisé avant, en fait, vous ne l'avez pas trop vu, mais ceux qui ont contractualisé en 22 pour 23, oui, ils l'ont vu. Alors aujourd'hui, en fait, donc il y a eu effectivement un travail qui a été fait au plan européen, mais je vais plutôt parler de la France, avec le gouvernement, pour essayer de faire face à une éventuelle nouvelle hausse des prix. Donc voilà. Et ces différentes actions ont conduit également à une réforme du marché de l'électricité, avec une nouvelle, comment je vais dire ça, une forme de nouveau calendrier, ou en tout cas une forme de visibilité moyen terme qui s'est proposée. Un nouveau modèle effectivement de marché pour nous.
Alors, donc l'accord, vous avez peut-être suivi ça dans les médias. Il y a eu un accord qui a été effectivement trouvé avec l'État et qui a été annoncé par Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher à l'époque, et puis Luc Rémont, qui est notre PDG EDF, le 14 novembre 2023. Donc cet accord, il repose sur deux jambes qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre, mais qui sont importantes toutes les deux. La première, c'est qu'on a ouvert, et c'est l'Europe qui a ouvert cette possibilité-là, mais du coup on l'applique en France, bien sûr, la possibilité de contractualiser à des horizons plus lointains que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on contractualise, je ne sais pas ce que vous avez comme contrat, mais souvent, on contractualise à des horizons de 1 an, 2 ans, maximum 3 ans. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure que le marché, sur l'illustration que je vous ai donnée avec la guerre en Ukraine et tout ça, c'est qu'il y a une volatilité possible des prix à des horizons court terme. Quand on regarde à horizon plus 1 an, plus 2 ans, plus 3 ans, on la voit cette volatilité et on l'absorbe, et donc les clients la voient dans leur prix. Quand on regarde à des horizons un peu plus lointains, 4 ans et 5 ans, en fait, ces horizons-là, ils ont oublié les événements géopolitiques du moment. Et donc, le prix, il se stabilise, il descend et il se stabilise vers les fondamentaux économiques du système électrique. Quand on regarde les prix à horizon, donc c'était en 22, donc 2026 à l'époque et 2027, donc N+4 et N+5 du marché de gros, au moment du pic dont je vous ai parlé, en fait, les prix de marché, ils faisaient juste un petit plop, en fait. Donc ils ne les voyaient quasiment pas. Ça a monté un peu parce que c'était vraiment un événement extrême, mais ils ne les voyaient quasiment pas. Et aujourd'hui, quand on regarde les prix à N+4, N+5, c'est-à-dire aujourd'hui 28 et 29, 2028 et 2029, on est en dessous, on est autour de 65 € du mégawattheure, et ça se stabilise en fait. Donc on a la possibilité maintenant, et quand je dis on, c'est nous EDF et nos concurrents bien sûr, de faire des offres à nos clients sur les horizons de marché N+4 et N+5, donc avec une visibilité sur ces prix-là, et une stabilité et une visibilité sur ces prix. De sorte que si un client contractualise sur 4-5 ans, d'abord, les prix aujourd'hui, ils sont quand même plus bas. Et puis en plus, si jamais il se passe à nouveau quelque chose sur le marché avec une forte volatilité, dans le monde, vous voyez comme moi qu'il se passe plein de trucs, donc on sait jamais, en fait, il sera à l'abri parce qu'il aura contractualisé sur ces horizons stables. Alors ça, c'est la première jambe. Et la deuxième, voilà. Et ça, c'est super important. La deuxième jambe qui est importante aussi, mais qui est vraiment indépendante de la première, c'est que l'État met en place, et c'est ça qui est en train de se discuter dans une loi. La première, elle n'a pas besoin de se discuter dans une loi, c'est des offres de marché. La seconde se discute dans une loi actuellement, c'est que si le prix du marché de gros, dont j'ai parlé tout à l'heure, venait à connaître à nouveau des augmentations fortes, alors l'État ponctionnera une partie du revenu de la vente de notre production nucléaire sur le marché, parce que nous, notre production nucléaire, on la vend sur le marché, et puis après, les fournisseurs, dont nous approvisionnons pour faire les offres aux clients. Nous, on n'achète pas directement aux centrales, faut que vous sachiez, il y a une muraille entre les deux. Donc en fait, si ces prix s'envolent à nouveau, l'État nous ponctionne sur nos ventes de notre production nucléaire sur le marché de gros une partie de ce revenu. Il y a des seuils qui sont définis de prix, qui sont assez élevés, et redistribue ce revenu aux différents consommateurs à proportion de leur consommation, et à tous les consommateurs, du particulier jusqu'au plus grand industriel. Donc ça apporte un second niveau de protection par rapport au premier que j'ai évoqué. Si jamais un client n'avait pas contractualisé sur les fameux 5 ans pour se protéger, et que tout d'un coup ça se met à s'envoler, en fait il y aurait cette redistribution de revenus. Mais moi j'aurais tendance à dire, je ne peux que conseiller de se protéger votre avis, en contractualisant sur 4-5 ans, parce que dans tous les cas, d'abord vous serez protégé. Et puis ensuite, si jamais il y a une envolée des prix court terme, ça vous est égal puisque vous avez contractualisé. Mais en plus,
comme il y aurait cet impôt sur, j'allais dire, sur notre revenu nucléaire, de toute façon, ce serait reversé sur votre... Alors ça passera par la facture des fournisseurs, en fait, comme une taxe négative, je vais le dire comme ça. Donc ce serait de toute façon reversé. Donc dans tous les cas, il y a intérêt à contractualiser sur ces horizons 4-5 ans. Le message est clairement passé de votre part et donc de la part d'EDF. Il faut préciser que vos offres, d'ailleurs, c'est de la fourniture d'électricité, de gaz, de services, dans le but d'être adapté à la transition énergétique. Et donc, je vais faire le lien avec la deuxième partie. De quelle façon, quelque part, vous pouvez, au travers de votre accompagnement, au travers de vos propositions, de vos offres, prendre le sujet de la décarbonation comme un sujet également économique pour vos entreprises et vos clients. Exactement. Alors, je vais répondre à votre question. Je vais juste ajouter, si vous le permettez, un tout petit point que je n'ai pas indiqué. Vous avez droit à 10% d'augmentation du temps de parole. Ah, super, merci. Après, c'est plafonné. J'espère qu'il n'y a pas de contrepartie. Donc, en fait, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je ne sais pas si parmi vous, il y a des TPE, des très petites entreprises, donc moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si c'est le cas, jusqu'à maintenant, parmi ces TPE, n'étaient éligibles aux tarifs réglementés de vente que celles qui avaient une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, ce qui n'est pas beaucoup, je pense, pour votre activité. Et donc, dans ce que j'ai évoqué dans l'accord, il y a également le fait que l'État a déclaré que le tarif réglementé de vente serait étendu pour les très petites entreprises toujours, au-delà, quelle que soit leur puissance souscrite. Voilà, je vais dire comme ça, au-delà de 36 kVA. Donc ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, c'est pour ça que je voulais l'ajouter. Vous avez bien fait de le dire, parce qu'en effet, au regard des profils, évidemment des exploitations, etc., voilà. ça peut correspondre, et ça va correspondre à énormément de personnes, sans doute dans cette salle et au-delà d'ailleurs. Voilà. Alors je reviens sur la décarbonation et sur la façon dont, quelque part, ce sujet de la décarbonation, outre l'angle sociétal, outre l'angle évidemment environnemental, c'est aussi un sujet économique. Et comme on va parler tout à l'heure d'opportunités, j'aimerais que vous nous expliquiez de quelle façon, quelque part, ce sujet de la décarbonation, il peut se transformer aussi en un véritable acteur du modèle économique de chacun. Ouais. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'une facture, c'est un volume fois un prix unitaire, un volume de consommation en mégawattheure, multiplié par un prix unitaire. Donc le prix, on vient d'en parler, contractualisation 4-5 ans, je le rappelle. Et le volume, c'est le volume consommé. Donc le volume consommé, lui, il dépend effectivement de l'activité, bien sûr. Et lui, on peut, dans un certain nombre de cas, et dans certaines limites, bien sûr, avoir une action sur lui. Et donc, c'est des économies d'énergie. Et les économies d'énergie, fatalement, ça implique des réductions des émissions de CO2, surtout si ces économies d'énergie, on le fait sur des énergies carbonées. Voilà. Mais il faut le faire aussi sur l'électricité, bien sûr. Alors, on a effectivement une gamme d'offres de services. Donc, je vais peut-être les classer en 3 catégories. C'est l'adaptation de la consommation, c'est la transformation des équipements, et puis c'est la transformation du mix de cette fois-ci de l'électricité que vous consommez. Alors, premièrement, vous adaptez, aider les clients à adapter leur consommation. Ça, c'est la manière de consommer. Ça, c'est important. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont l'offre Estivia, un contrat Estivia. Estivia, c'est une offre électricité qui propose des prix plus intéressants à des heures plutôt d'été, placées là où les agriculteurs ont de l'activité. Enfin, je sais bien que vous avez de l'activité toute l'année, mais quand même, il peut y avoir des périodes estivales où vous avez plus d'activité. C'est valable aussi pour les campings, par exemple. Et donc, cette offre-là, elle permet d'adapter. Finalement, elle adapte le prix au moment de plus grande consommation du client. Il peut y avoir du décalage de consommation également. On peut aider les clients alors là, je vais plutôt prendre un exemple industriel que je peux avoir en tête. Si un industriel peut décaler ses maintenances à des moments où le prix est plus cher, moins cher, pardon, il va plutôt faire de la maintenance là où le prix est plus cher. Du coup, il arrête ses installations, il fait de la maintenance. Pendant ce temps, le prix de l'électricité est plus
plus cher, mais c'est pas grave, il consomme pas. Et puis, il consomme quand le prix est moins cher. C'est du décalage, il peut s'effacer, etc. Bon. Il y a des offres de pilotage, de suivi des consommations également. Comme ça on a des gammes qui s'appellent gamme conso, comme consommation, qui permet de suivre la consommation d'électricité, de la piloter et de voir là où ça dépasse, là où vous consommez, vous ne devriez pas. Donc ça permet de bien... Donc de l'ultra-personnalisation. Hein, si oui, parce que on ne réduit bien que ce qu'on connaît bien. Et bien donc sûr. Ça permet de visualiser ça. La deuxième catégorie, c'est la transformation des équipements. Donc effectivement, vous avez tous des équipements au sens large, hein, des process, des machines, etc. Donc effectivement, on peut quand la machine arrive en fin de vie, évidemment, quand elle est neuve, vous n'allez pas la transformer, mais on peut la changer la transformer vers quelque chose de plus efficace. Et parfois même électrifier ce process. Par exemple, utiliser une pompe à chaleur plutôt qu'une chaudière gaz, par exemple un four électrique plutôt qu'un four gaz, etc. Et alors là, ce que je voudrais... et vous pouvez faire aussi de la récupération de chaleur. Quand vous faites de la récupération de chaleur sur un groupe froid, par exemple, cette chaleur-là, vous pouvez l'utiliser pour chauffer autre chose dans le process ou bien un local. Et ça, c'est toujours de l'économie d'énergie. Pourquoi ? Parce que l'énergie que vous auriez utilisée pour chauffer ce process ou ce local, vous ne l'utilisez pas et vous utilisez la chaleur récupérée. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des aides financières pour faire ça, qui s'appellent, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, qui s'appellent les certificats d'économie d'énergie. Les C2E, c'est un certificat d'économie d'énergie, c'est un dispositif réglementaire qui oblige les fournisseurs d'énergie, tous les fournisseurs d'énergie, à faire des économies d'énergie à leurs clients, à les financer pour ça. Et donc, après, on déduit un montant d'économie et on dépose ça sur un registre. Et si on ne le fait pas, on a une pénalité. Donc, nous, ça nous va plutôt bien parce que c'est dans notre ADN, hein, vous l'aurez compris, de faire depuis longtemps, depuis 85, des économies d'énergie. Donc on finance une partie des projets de nos clients pour qu'ils changent un équipement, afin de faire des économies. Il faut que ça fasse des économies d'énergie derrière, évidemment. Hein. Donc il y a des fiches techniques, voilà, faut le prouver, etc. Mais ça, j'ai en tête dans le monde, et notamment j'ai en tête dans le monde viticole, un client à qui on a fait économiser plusieurs centaines de milliers d'euros sur un système de récupération de chaleur sur groupe froid. Et ça lui a permis effectivement de mettre en place ce dispositif. Donc ce sont des aides au financement quelque part qui sont intéressantes. Et puis troisième volet et dernier volet, c'est la partie transformer son mix de consommation. Donc là, c'est le renouvelable. Donc le renouvelable, là, il y a plusieurs formes d'offres qu'on peut proposer, d'accompagnement qu'on peut proposer. Alors ça va aussi dans le sens de la décarbonation, bien sûr, mais ça va aussi dans le sens de l'économie et de la visibilité du prix. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des panneaux solaires en auto et que vous les utilisez en autoconsommation sur votre site, sur cette partie de consommation-là, en fait, vous n'allez pas économiser de l'énergie, sauf que vous allez la produire vous-même, et donc le prix, vous le connaissez. Parce que les panneaux, ils sont là pour 10, 20 ans même, et donc vous avez investi, on a des offres de financement autour de ça d'ailleurs, vous avez investi, et ce prix-là, du coup, vous le connaissez. Voilà. Et puis, je dirais un mot quand même de l'agrivoltaïsme, parce que c'est un sujet qui se développe, bien sûr. Donc, on a également, notre filiale EDF Renouvelable, un accompagnement en matière d'agrivoltaïsme qui permet effectivement d'accompagner nos clients agriculteurs dans ce sens. Mais l'approche qu'on a, c'est qu'on souhaite vraiment, dans l'accompagnement qu'on a et dans ce qu'on fait avec ces clients-là, c'est que l'activité agricole doit être la première visée et le projet ne doit pas dégrader l'activité agricole. La production la priorité, c'est l'activité du client. C'est vraiment ça. Et il faut optimiser en fait la pose, ce qu'on appelle le calpinage, donc la pose des panneaux, la façon dont ils sont posés, orientés, etc.,
au regard de cette activité-là. Par exemple, on parlait des kiwis tout à l'heure, ils n'ont pas forcément besoin de la même hauteur, de la même orientation, tout ça, des panneaux. Si vous avez de l'élevage sous les panneaux, donc vous ne mettez pas les panneaux de la même hauteur si c'est des bovins ou des ovins. Enfin, il y a tout un tas. Et notre filiale EDF Renouvelable est vraiment en accompagnement de ces sujets-là, qui, je crois le deviner, deviennent importants pour vous. Et là, ce sont des revenus. Hein, donc il faut y penser si vous pensez que vous avez effectivement possibilité d'aborder ce type de projet. En conclusion, Nelly Recrosio, ça veut dire qu'il faut agir au cas par cas, qu'il faut surtout se faire conseiller, accompagner, comparer, hein, évidemment. Vous l'avez très souvent rappelé au regard des acteurs présents sur le marché, mais en tout cas avoir une autre approche qui est quelque part une approche d'anticipation, y compris de transformation, hein, quelque part, de sa façon de travailler. C'est ça une des clés également de l'évolution et en tout cas de la façon d'aborder ces sujets de décarbonation. Transformer sa façon de travailler. Exactement, anticiper, parce que ça va avec être compétitif, ça va avec faire des économies, bien sûr. Et comment dire. Et nous avons également, j'ai oublié de le préciser, mais nous avons également une offre d'accompagnement sur une feuille de route décarbonation, donc qui peut pour identifier les actions qui peuvent être menées dans tout ce que j'ai évoqué là. Certaines sont plus pertinentes que d'autres pour certains clients, et donc évoquer les pistes. Mais ce qu'on a vraiment en tête, c'est que le développement, décarbonation doit aller de pair avec le développement, et on est vraiment là pour vous accompagner à la fois dans la décarbonation, mais aussi dans votre compétitivité et votre développement. C'est vraiment ça l'objet. Et avec une logique, donc encore une fois, au cas par cas. Merci beaucoup. Tout à l'heure, lorsque vous ouvrirez des questions à la salle, peut-être certaines vous seront adressées, quoi qu'il en soit. Et avant cela, je vais vous demander de regagner la salle et quelques applaudissements. Merci beaucoup à vous et merci à EDF d'avoir accepté d'être ce grand témoin. Alors maintenant, nous allons constituer une table ronde avec des acteurs que vous connaissez bien parce qu'ils font partie de la famille du groupe Euralis ou bien de la famille du monde coopératif. J'ai demandé à Céline Coipé, responsable de satisfaction client à l'IDEA, de bien vouloir nous rejoindre, à Anne-Claire Richard, directrice marketing et innovation au pôle agricole, à Olivier Thius-Borde, directeur transformation et développement stratégique groupe, de nous rejoindre, et à Carole Lejeune qui, elle, représente la coopération agricole et est responsable carbone à la coopération agricole. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Merci à vous d'être ici. Certains jouent à domicile. Carole, vous découvrez, je crois, le Béarn, le territoire, non pas le groupe Euralis, qui est un acteur important, évidemment, de la maison que vous représentez, de la coopération agricole. On ne l'a pas encore dit de façon concrète, mais l'agriculture, c'est 19% des émissions de CO2, à égalité d'ailleurs à l'industrie, et cela dit, loin derrière les transports, qui représentent à eux seuls 32%. Des émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce que le monde agricole est engagé dans la décarbonation? Comment les coopératives, d'une façon générale, sont engagées dans la décarbonation? C'est ce qu'on va voir avec vous, avant que tout à l'heure, avec l'équipe, quelque part au grand complet, avec ces différentes complémentarités d'ailleurs du groupe Euralis, nous disent comment eux, ils se sont engagés déjà dans des actions concrètes et comment surtout ils embarquent les coopérateurs, les agriculteurs, les prestataires, pourquoi pas, dans cette grande logique de la décarbonation. On commence d'abord avec vous, donc Carole. Dans son 6e rapport daté de mars 2023, le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a rappelé que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat ces dernières années à un rythme sans précédent. Après plusieurs périodes de doute, d'interrogation, de climato-scepticisme pour certains, on peut s'entendre aujourd'hui sur ces évolutions en matière de température et notamment sur ce que provoquent véritablement les émissions de gaz à effet de serre. C'est un travail que on vous a demandé à la coopération agricole de faire, de synthétiser, pas de vérifier, mais en tout cas de rassembler pour que ce soit compréhensible. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, ici, on m'a demandé en tout cas d'accompagner les coopératives agricoles dans les enjeux du climat et de la décarbonation. Pourquoi? Pour 3 choses. C'est que l'agriculture, évidemment, elle est
cause du réchauffement climatique, on vient de le redire, hein, deuxième secteur émetteur au niveau national. Elle est victime du réchauffement climatique. Donc là, évidemment, sur la hausse des températures à l'échelle planétaire, il faut imaginer 1,5, 1,3 degrés en plus. On se dit, c'est peut-être pas si énorme que ça. Quand nous, on a plus 1, 2 degrés à la météo, c'est même des fois plutôt agréable. Là, ça, c'est parce que vous êtes venu passer un week-end dans les Pyrénées que vous dites ça. Voilà, exactement. Mais il faut imaginer que quand on parle d'une augmentation de la température à l'échelle planétaire, il faut imaginer une planète qui a la fièvre. Quand on a plus de 2 degrés en fait, au niveau corporel, on se sent moins bien et c'est ce qui se passe au niveau planétaire. Donc effectivement, derrière les agriculteurs, vous êtes directement victimes de ce dérèglement climatique, jour après jour, que ce soit des événements météorologiques extrêmes, des gels tardifs, et j'en passe, des inondations, des sécheresses, etc., etc. On est au cœur du sujet. Et puis aussi, évidemment, l'agriculture est solution à la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Et puis, vous verrez aussi avec l'accompagnement de mes collègues ici de Ralis, comment on peut vous accompagner, en tout cas, pour être solution aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Encore faut-il, Carole, qu'on sache finalement dans quel contexte on arrive à évoluer. Parce que c'était dit tout à l'heure par Christophe Conques en introduction, entre le Green Deal, les accords de Paris, la planification écologique telle qu'elle est annoncée à certains moments, telle qu'elle est rediscutée à d'autres, on ne sait plus finalement dans quel contexte on évolue. On peut faire un petit rappel, peut-être, pour démarrer cette table ronde, une sorte de rappel non pas réglementaire, mais finalement de tout ce qui existe au niveau européen et au niveau français. Oui, bien sûr. C'est la partie qui n'est pas forcément très agréable, mais c'est important aussi de comprendre en tout cas ce qu'on attend de chacun des secteurs au niveau évidemment européen et français. Donc si on retourne sur la slide de tout à l'heure, qui est juste le contexte en termes de postes d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale, on vous l'a déjà présenté. Notre intervenante d'EDF nous présentait par exemple le secteur de l'énergie en France qui est fortement décarboné. Et c'est le 10%, ouais, tout à fait. Exactement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous, au niveau des coopératives, on va se retrouver sur 2 postes d'émission au niveau principal. C'est évidemment l'amont agricole, notre production, et puis aussi les postes industriels. J'en reparlerai rapidement, même si ce n'est pas forcément le sujet, mais c'est nos émissions aussi en propre, nos émissions directes de gaz à effet de serre. Mais si je reviens un peu sur la slide d'après, sur les objectifs plus généraux, en tout cas à l'échelle internationale, donc on parlait du GIEC justement. Alors le GIEC c'est quoi? C'est le groupement interprofessionnel des experts scientifiques du climat. Et donc, c'est à l'échelle internationale, donc un grand nombre de scientifiques qui se réunissent et qui viennent conseiller en direct donc, ce qu'on appelle les parties. Les parties qui sont donc les pays qui sont signataires des accords de Paris. En 2015, il y a 280 pays qui se sont réunis pour signer donc, un accord dans lequel l'ensemble des parties du coup, s'engagent à limiter le réchauffement climatique planétaire de 1,5 à 2 degrés d'ici 2100. Donc là, on parlait déjà aujourd'hui que dès maintenant, on commence déjà à dépasser cet objectif. Donc c'est évidemment une accélération qu'on n'imaginait pas. Et pour atteindre cet objectif, on a l'objectif nécessaire d'atteindre la neutralité carbone dès 2050, c'est-à-dire d'arrêter d'émettre plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à partir de 2050. Pour l'Europe, on l'a intégré donc au niveau du Green Deal, donc on en parlait tout à l'heure, Monsieur le Président réexpliquait un peu les grands objectifs, les grands enjeux. On a écrit dans notre loi, directive européenne, l'objectif de 0 émission nette à 2050 pour tous les États membres européens. Et donc la France, évidemment, l'a transposé dans sa loi française avec un objectif de 0 émission nette nationale à l'échelle de 2050. Dès 2030, c'est une planification écologique qui nous attend, avec moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre aussi dès 2030. En gros, c'est moins 5 à 6% d'émissions par an. C'est plus, ou à peu près ce qu'on a fait en 33 ans, qu'on va devoir faire en 7 ans. C'est quoi, Carole, pardon de poser la question simplement, c'est quoi une France neutre pour le monde agricole et agroalimentaire? Vous avez parlé de la neutralité carbone.
concrètement, c'est quoi une France neutre? Et bien justement, on le voit juste derrière vous, ce gros pâté coloré. C'est le test oculaire de la journée. On voit un peu les différents secteurs d'émissions de gaz à effet de serre et on voit une grosse courbe descendante. C'est notre objectif à l'échelle 2050. C'est diviser par 6 nos émissions nationales de gaz à effet de serre en 2050. Divisé par 6, pour que ce soit concret. Voilà. Divisé par 6. 6. Multiplié par 3 notre capacité à capter du carbone dans les sols, ou du coup capter du carbone atmosphérique. Et puis, c'est décarboner entièrement notre énergie. On l'expliquait aussi avec EDF, c'est un objectif principal. Et on le voit là, la neutralité carbone, c'est les émissions sont égales à la séquestration nette, et donc il n'y a plus d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires dans l'atmosphère. C'est à ça que ça ressemble, la France neutre en carbone. Et ça veut donc dire, pour revenir sur vos propos de tout à l'heure, qu'en effet, le monde agricole, certes, d'un côté, il émet, mais on voit bien qu'il peut être également porteur de solutions, qu'il a des opportunités. Le sol, bien entendu, mais sa façon de produire et sa façon, quelque part, de se comporter, d'agir, d'innover, ça tombe bien. C'est quand même un secteur qu'il a prouvé au fil des années. C'est un secteur d'innovateur, qu'on le veuille ou non, et parfois on le caractérise à l'envers. Non, c'est un vrai secteur d'innovateur. Quel secteur est capable de se transformer à ce point-là et l'a démontrer au fil du temps? Ça veut dire que sur ce défi-là, il y a aussi des opportunités. C'est ça votre message? Exactement, on est hyper attendu sur cet objectif de neutralité carbone. Là, quand on voit les émissions en violet, c'est les émissions agricoles. Donc, demain, en 2050, le secteur agricole sera le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Mais c'est qu'on aura réussi la neutralité carbone parce qu'en vert, c'est les émissions séquestrées de carbone, issues du secteur des terres dans son ensemble, du secteur agricole et du secteur forestier. Et puis, on voit aussi qu'il n'y a presque plus d'émissions de gaz à effet de serre chez les autres secteurs. Donc, il faut aussi être en solution pour la décarbonation des autres. Dans la slide d'après, c'est encore plus clair. On voit en 2030 et en 2050 les objectifs pour chacun. Alors certes, ils sont impressionnants pour le secteur agricole. C'est pratiquement divisé par 2 pratiquement les émissions de gaz à effet de serre. On est en cours de révision aussi de ces objectifs, puisqu'on parlait d'accélération aussi du réchauffement. Mais on voit que les autres objectifs des autres secteurs sont hyper ambitieux et on les attend en tournant et ils ont besoin aussi de solutions en termes de bioéconomie. Quand on parle de décarbonation, en fait, ce n'est pas le bon terme pour moi, c'est la défossilisation. On va avoir besoin de carbone vert également. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, ce n'est pas que de la sémantique d'ailleurs. On voit bien que parfois il y a une confusion dans la façon d'aborder les sujets. Et ce sujet-là, avec ce côté fossile, énergie fossile, peut être pris d'une façon tout à fait différente. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans vos exemples très concrets. Lorsqu'on voit ici ces pistes, ces objectifs à atteindre, de quelle façon la coopération agricole, quelque part, s'inscrit dans ces objectifs? On va parler de réalisme, mais la famille des coopératives, comment elle s'inscrit dans ces objectifs? Eh bien, déjà, le secteur agricole est attendu sur 5 choses, du coup, pour ces objectifs très ambitieux. D'abord, la diminution des émissions de méthane, qui sont 25 fois plus réchauffants en termes de gaz à effet de serre, puisqu'on rapporte tout à l'équivalent CO2. Donc, comment on accompagne les éleveurs dans l'atténuation et la diminution de ces émissions plus réchauffantes, qui explique aussi la part plus importante du secteur agricole en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On l'attend aussi sur la diminution d'émissions de protoxyde d'azote, donc issues plutôt de l'épandage des engrais azotés. Là, 240 fois plus réchauffant qu'une seule tonne de CO2. Donc là aussi, on se rend compte en fait de pourquoi le secteur de l'alimentation prend une place aussi importante aussi dans le réchauffement en fait. Et puis aussi sur la diminution des émissions de CO2. Donc là, comment je trouve des solutions avec des certificats d'économie d'énergie agricole, avec des solutions de machinisme décarboné, etc. etc. Et puis aussi, on a attendu sur la biomasse, sur la bioéconomie, et enfin, évidemment, sur la séquestration du carbone. Et donc, au niveau de la coopération agricole et des coopératives, l'idée déjà, c'est de faire une première photo à l'instant T de où on en est nous.
Donc nous, ce qu'on a fait déjà, c'est calculer notre empreinte carbone des coopératives à l'échelle globale. C'est pas très parlant, c'est 70 millions de tonnes à l'échelle par an d'équivalent CO2. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est le point de départ pour savoir vers où on va. Et c'est comme ça que la coopération agricole et que les coopératives vont aller au fur et à mesure pour embarquer l'ensemble de ces postes d'émission vers une diminution et une augmentation de la capture du carbone. Merci pour ce point. Alors, ça nous fait la transition. Finalement, vous avez mesuré ça à l'échelle de toutes les coopératives qui font partie de votre grande famille. On va voir avec vous, mon cher Olivier, de quelle façon Euralis est évidemment concerné par le sujet. Et puis, quelques chiffres clés de ce qu'est le bilan carbone d'Euralis. Vous avez réalisé une petite vidéo qui permet finalement de résumer l'ensemble de ces chiffres. On va découvrir donc en image ce bilan carbone d'Euralis en fonction des activités, en fonction des postes d'émission. Et outre les chiffres bruts qui vont apparaître tout à l'heure à l'écran, vous nous direz finalement quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer de façon très concrète. Regardez, beaucoup de chiffres vont apparaître, mais c'est très intéressant de les avoir en tête parce que c'est aujourd'hui le portrait robot de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, de ce que représente Euralis. Allons-y. Olivier, il faut qu'on remette en perspective quelques-uns de ces chiffres qui viennent d'apparaître. C'est bien fait votre sujet parce que ça permet également de faire un petit travail d'explication et de pédagogie, notamment entre les différentes actions directes, indirectes, et puis tout ce qu'il y a dans cette dernière partie, autour de ce qui est baptisé Scope 3, c'est-à-dire en fait l'ensemble de ce qui est l'amont, les interactions avec les différents acteurs qui sont présents dans la salle. Quels chiffres clés vous paraissent importants pour vous, Olivier, à retenir, à partager? Bonjour à tous. Avant de répondre à votre question, juste un petit clin d'œil pour vous rappeler que votre filiale de solaire Eurasolis est aussi à votre disposition pour développer des projets photovoltaïques. Juste pour le clin d'œil. Vous avez raison de le dire, ça fait permet de faire des comparaisons. Il faut faire un peu l'article. Quel chiffre on retient? On retient quand même plus d'1 million de tonnes. Ouais. D'émissions de CO2, on retient un peu plus de 10% issus de nos process et de nos transports. Et on retient que 85%, c'est nos intrants, donc nos matières premières, dont une grande partie vient de la coopérative. Donc du coup, comment on s'attaque à ce million de tonnes de carbone que nous émettons chaque année? Comment ça on s'attaque à cette énorme. montagne? Pardon de le dire, ça paraît énorme. Voilà. Exactement. D'un côté, on a cette montagne, de l'autre, on a des idées, des intuitions, on a déjà des actions, mais il faut qu'on arrive à choisir les bonnes batailles et également
autant que possible transformer des enjeux en opportunités. Donc sous l'impulsion de l'ADEME, qui est l'Agence française de transition écologique, on s'est engagé dans une démarche et une méthode qui est reconnue sur le plan international afin de travailler notre stratégie, nos objectifs et nos plans d'action sur le climat et sur la base de ce que la science et la technologie est disponible aujourd'hui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a l'intuition, il y a le travail, il y a les bonnes idées, etc. Mais vous vous dites, attention, c'est tellement énorme, ça peut être tellement d'ailleurs diffus, hein, quelque part. Trouvons une méthode et choisissons une structure de labellisation, quelque part, hein, de différentes actions. On a engagé ce travail avec le pôle agricole en 2023. On va s'engager avec les autres activités du groupe à partir de 2024. Et notre objectif, en effet, c'est d'avoir une stratégie climat pour le groupe. Quand je dis le groupe, ça évidemment comprend les agriculteurs. Et une stratégie climat labellisée. Pourquoi c'est important d'être labellisé? Parce que si on veut que nos clients nous payent un premium pour la transition climat, il faut qu'on soit labellisé. Et si je pense aussi à nos partenaires financiers, investisseurs, banques, etc., il devient de plus en plus important également d'avoir une stratégie crédible. Alors dans cette stratégie, quelle place vous donnez finalement aux deux leviers qu'on a entendus tout à l'heure? Diminuer d'un côté, compenser de l'autre. Comment on arrive à équilibrer finalement ces objectifs-là? Alors, dans cette méthodologie que, j'ai envie de dire, le cadre international aussi nous impose, déjà, diminuer est ce qu'on nous demande de faire en premier. Oui. Je ne mets pas de côté la compensation, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'exigences dans ces méthodologies et ces cadres sur la diminution dans un premier temps. Je peux citer quelques exemples, hein, parce que c'est aussi des choses concrètes qu'on travaille déjà aujourd'hui. Piloter la consommation d'énergie sur nos sites pour bien l'adapter à nos besoins industriels. C'est des projets qu'on travaille sur le changement de technologie de production de chaleur dans nos silos sécheurs pour pouvoir passer du gaz à la biomasse. C'est optimiser nos flux de transport pour consommer moins d'énergie. C'est substituer certains de nos flux avec des biocarburants quand c'est possible. Donc des exemples de diminution, on en a pas mal. Et ce cas dans lequel on s'est engagé nous permet d'aller choisir à la fois ce qui a de plus d'impact, ce qui est compétitif et ce qui est adapté à nos activités. Avec toujours cette logique d'être bien clair dans les objectifs et quelque part cette labellisation que vous appeliez tout à l'heure, dont vous rappelez l'importance, elle permet finalement d'avoir des échelles de grandeur, de l'efficacité, on peut dire de l'efficience également des actions? Oui, exactement. Et c'est la preuve, encore une fois, vis-à-vis de nos parties prenantes, qu'on s'est engagé dans une voie crédible. Et le label qu'on vise, qui est le label SBTI, et également celui dans lequel s'est engagé Bonduelle, Pernod Ricard, etc. Et c'est important qu'on fasse partie de ce club des gens qui s'engagent et qui s'engagent concrètement et de façon crédible. On a entendu ces derniers mois également l'engagement très fort qu'avait Euralis dans le développement des énergies renouvelables. Il faut peut-être rappeler la différence entre ces différents engagements, parce que évidemment c'est complémentaire, mais on n'est pas tout à fait dans le même registre. Oui, il faut le voir comme un engagement en effet complémentaire, vous venez de le dire. Tous les développements que l'on fait, notamment dans le solaire, ne seront pas compris dans notre stratégie ou nos objectifs de diminution d'émissions de carbone. Oui. C'est malheureux, c'est pas malheureux, j'ai envie de dire, les méthodologies sont là. Néanmoins, on va le faire quand même parce qu'on est déjà en train de le faire. C'est ce que j'allais dire, ça n'empêche pas de le faire, évidemment. Exactement, ça nous empêche pas d'avancer, dont acte. Initialement, on pensait que, j'ai envie de dire, ça suffirait. Faisons du solaire intelligent sur nos territoires et ça suffira. Ce n'est pas le cas. Et ça nous poussera à être encore plus vertueux et encore une fois, toujours avec un souci que ce soit des solutions efficaces et économiquement viables pour tout le monde. J'aurais pu vous poser une question souriante, si vous le permettez, Olivier. Rappelez-moi, quel est votre titre, votre fonction? Transformation et stratégie. Oui, donc pourquoi je vous pose cette question? Ils ne vont pas arriver, mais à quel moment le sujet dont nous parlons aujourd'hui devient un sujet primordial
dans la stratégie d'Euralis. À quel moment se fait cette bascule, pas que dans l'intitulé de votre poste? Non, je vous remercie. Derrière votre question, je pense que le message est que aujourd'hui, depuis en effet le 1er septembre, quand on a une évolution d'organisation au sein du groupe, on a voulu aussi mettre stratégie et RSE sous la même bannière, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de penser l'un sans l'autre, et inversement. Et donc, en effet, ça a été une volonté forte de notre gouvernance et de notre direction de pouvoir faire en sorte que les deux convergent et soient le même combat. Ça veut donc dire qu'il y a un effet des actions et surtout des réflexions qui doivent arriver à se faire totalement en parallèle. On va le voir avec des exemples très concrets qu'on va développer dans quelques minutes. Mais ce n'est pas encore une fois que de la sémantique, c'est une transformation quelque part très profonde. Exactement, de la façon de faire. Tout à fait. Et le pôle agricole on a commencé à vivre ensemble parce que finalement, c'est quand même. Nous, on les accompagne, mais ce sont eux qui travaillent concrètement. Une des premières étapes de ce travail a été de s'assurer ou de faire infléchir la stratégie du pôle en cohérence avec une stratégie climat. Et dans cette stratégie que le pôle est en train de faire évoluer ou de fine-tuner, il n'y aura plus de distinction entre il y a le climat d'un côté et il y a le pôle agricole de l'autre. Alors justement, le sujet de la décarbonation du côté du pôle agricole et de l'IDEA, nous allons en parler maintenant. Comment le pôle agricole et l'IDEA s'investissent dans la décarbonation? Ce sujet, est-ce qu'il peut être pris comme porteur d'opportunités pour les agriculteurs ou bien simplement comme résilience ou contrainte? Vous avez déjà donné des éléments de réponse. On va en parler avec vous deux. Anne-Claire Richard, donc directrice marketing et innovation au pôle agricole. Avec vous, Céline Coapé, responsable satisfaction client chez l'IDEA. Je commence par vous, Anne-Claire. À l'échelle de la coopérative, on a vu tout à l'heure l'importance de ce qu'il y avait dans le scope 3, c'est dans tout ce qui était la dernière partie, là, on l'a bien vu, après la partie interne, après la partie très externe. Ça, c'est véritablement le cheval de bataille sur lequel il faut agir. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on l'a vu à travers les chiffres, sur les activités agricoles, ça compte pour quasi la moitié du bilan carbone du groupe. Donc effectivement, c'est indispensable qu'on s'investisse sur ce sujet. Comme l'a dit Olivier, ça doit être partie intégrante des solutions et des stratégies que l'on travaille. Et il y a effectivement ce raisonnement de Scope 3 qu'on a vu à la vidéo, donc qui nous oblige à considérer la totalité de ce qui se passe à l'échelle de vos exploitations. Et c'est finalement une part conséquente de ce qui constitue le bilan carbone des activités agricoles du groupe Euralis. Ça veut dire que très concrètement, il va falloir trouver des solutions pour que chacun puisse agir individuellement, mais aussi agir collectivement. Il faut trouver ce double équilibre. Oui, tout à fait. Et si on prend quelques grands chiffres, c'est à peu près du coup, à l'échelle du groupe, 500 000 tonnes de carbone en moins qu'il nous faut trouver sur la part des activités agricoles. Et quand on regarde les premiers enseignements que l'on a sur les quelques projets que l'on met en place, ça signifie à l'horizon 2030, avec les objectifs de la science là, que l'on évoquait précédemment, qu'il faudrait que quasi 25 000 hectares par an, d'ici à 2030, s'engagent sur des nouvelles pratiques et des contributions à cette diminution du carbone. Donc c'est effectivement significatif et ça ne passera que par la somme de toutes ces initiatives individuelles à l'échelle de vos exploitations. Et alors vous, votre rôle, vous le voyez comme celui d'un accompagnateur, d'un facilitateur, parce que ces transformations, elles sont lourdes de conséquences pour les agriculteurs. Bien sûr, on peut se dire qu'il y a des opportunités, etc., mais encore faut-il gérer cette transition, la financer, lui donner de la visibilité. Vous estimez que c'est votre rôle de les accompagner? Oui, mais oui, tout à fait. Et évidemment, du coup, on considère qu'on doit agir à deux niveaux. Évidemment, identifier et proposer des solutions, donc soit des solutions d'innovation, soit des solutions d'accompagnement, soit des solutions de produits. Donc ça, on se doit de le travailler pour vous et pour pouvoir les rendre viables. Et aussi trouver des sources de financement associées éventuellement, puisqu'il peut y avoir un coût ou un risque associé à ces solutions. Et puis évidemment, agir à un deuxième niveau, qui est de vous accompagner dans le déploiement de ces solutions, puisque souvent, ça nécessite de changer les pratiques, de poser déjà un diagnostic bien complet du point de départ et de mobiliser les bonnes solutions en fonction de la situation de chaque exploitation. Donc vraiment un rôle à la fois d'identification de solutions, mais aussi d'accompagnement à la mise en œuvre. Alors, dans ce cas, vous avez pris quelques initiatives pour tester des solutions sur ces derniers mois. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur quelques initiatives, puis ça va vous permettre après d'ouvrir sur ce que vous allez proposer concrètement pour le futur des uns des autres?
Oui, dans les grandes lignes, et puis on va les détailler après. Mais on a commencé du coup à avoir plusieurs initiatives, et notamment sur des solutions qui mobilisent la mécanique de crédit carbone, donc qui est une solution aujourd'hui qui commence à se déployer et qui permet d'aller chercher un financement associé à un changement de pratique. Et on a travaillé ces solutions sous deux perspectives pour aussi aller chercher les sources de financement et les partenaires adéquats. Donc il y a des solutions qu'on a travaillées plutôt avec nos clients industriels, partenaires industriels, qui eux-mêmes travaillent leur feuille de route décarbonation et ont du coup un intérêt à travailler cette décarbonation sur toute leur chaîne de valeur et donc à proposer des solutions sur la partie amont agricole. Et puis on a travaillé aussi à des solutions... Ça veut dire, pour être très concret, que ces partenaires industriels, c'est eux qui peuvent investir dans des projets qui peuvent permettre donc de réduire les émissions de carbone de leur propre chaîne de valeur. C'est ça, hein? Oui, qui sont capables du coup ce que l'on peut appeler le lean setting dans le jargon du crédit carbone. Donc ce sont du coup des acteurs qui choisissent d'investir dans des crédits carbone pour compenser leurs propres émissions en interne sur leur chaîne de valeur en propre. Contrairement à ce qu'on peut appeler l'offsetting, qui est du coup des acteurs qui vont choisir d'acheter des crédits carbone, mais sur des activités autres que leur propre chaîne de valeur, mais qui du coup apportent quand même un financement plutôt dans le cadre de politiques RSE, de politiques de verdissement de leurs activités, mais qui ne sont pas directement liées à leur chaîne de valeur, mais qui sont prêtes à apporter quand même un financement. Donc on travaille sur les deux types de solutions, selon l'implication des acteurs mobilisés. Et dans les deux cas, on est d'accord, l'objectif c'est donc de financer quelque part l'agriculteur pour ces changements de pratiques avec cette fameuse valorisation de crédit. Oui, tout à fait. Le but, c'est d'aller mobiliser du financement pour pouvoir apporter les preuves de changement de pratique et en face de ces preuves, les mesurer. Et en face de cette mesure, pouvoir la valoriser et compenser soit le coût au changement de pratique, soit le risque qui est pris aussi, puisque selon les leviers qui sont mobilisés, si on veut aller travailler les enjeux autour de la fertilisation azotée, on a vu que c'était une part conséquente du bilan carbone global Euralis, y compris du coup sur toute la partie de vos exploitations. Ben, sur ces solutions-là, il y a un enjeu à prendre un risque, à changer de solution, à tester des produits différents pour diminuer ces émissions liées à l'azote. Donc oui, c'est compenser le risque ou compenser le coût à mettre en œuvre différemment. Céline Coipé, en France, les projets de compensation carbone, ils sont encadrés. Vous allez nous rappeler finalement de quelle façon ce que vous allez décrire tout à l'heure s'intègre dans un label bas carbone qui en France est l'alpha et l'oméga de ces questions. Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler plutôt des actions qu'on met en place avec Euralis, donc qui sont vraiment dans le cadre du label bas carbone. Et en fait, nous on va s'intéresser à ce qu'Anne-Claire a évoqué tout à l'heure, le offsetting. Donc on est sur du marché volontaire où des entreprises vont vouloir compenser leurs émissions de carbone, mais en dehors de leur chaîne de valeur. Ce label bas carbone, pardon, je reviens à vous Carole 2 secondes, ce label bas carbone en France, il est piloté par le ministère de la Transition écologique, quel que soit son nom ou quel que soit celui qui l'incarne ou celle qui l'incarne, mais en tout cas, il est piloté par ce ministère. Et cette feuille de route, ce label bas carbone, c'est vraiment lui qui régit, pas que pour l'agriculture, de façon générale, la façon dont aujourd'hui on peut parler de ces sujets. On est d'accord ? Oui, complètement. Aujourd'hui, il y a plusieurs... Alors, ça reste très agricole, puisque le label bas carbone a été créé il y a quelques années vraiment sur des méthodes qui labellisent des pratiques bas carbone agricoles. Mais aujourd'hui, il est en train de se déployer aussi sur d'autres types de secteurs, plutôt la forêt et aussi les espaces naturels. On est sur quand même des pratiques d'atténuation et de séquestration du carbone. Alors, Céline, ces projets, qu'est-ce qu'ils permettent de faire finalement ? Alors ces projets, en fait, donc, ils sont liés à tout ce qui va être autour des échanges des certificats carbone, des crédits carbone. Donc en fait, on a deux acteurs principaux dans ces projets. On a un client final qui est donc l'entreprise qui souhaite compenser ses émissions. Ça peut être une collectivité aussi ? Ça peut être une collectivité, ça peut être aussi des particuliers, des groupes de particuliers, donc c'est assez large. Donc ça, c'est le client final. Et de l'autre côté, on a donc ce qu'on appelle le porteur de projet, qui dans notre cas va être un agriculteur ou plutôt un groupe d'agriculteurs. C'est souvent le cas, un groupe d'agriculteurs. Donc en fait, le client final va, encore une fois, je répète un petit peu, mais va financer des actions qui sont des actions très concrètes que l'agriculteur ou le groupe d'agriculteurs va mettre en pratique et va mettre en place. Et ensuite, on a toute une méthode qu'on appelle la méthode grande culture, pour ce qui nous concerne, qui va évaluer
tous les impacts positifs par rapport au carbone, donc toutes les tonnes de carbone qui ont été réduites par rapport aux émissions, ou aux tonnes de carbone qui ont été séquestrées dans le sol. Donc tout ça, ça donne des crédits carbone que le porteur de projet vend au client final. Donc pour le porteur de projet, quelque part c'est un financement de ces actions nouvelles qu'il met en place, et pour le client final, c'est la preuve qu'il s'est engagé dans cette compensation. Un crédit carbone, c'est une tonne de carbone ou non émise ou séquestrée. C'est ça, hein, c'est le ou, pour que ce soit bien précis. La durée d'un projet, c'est combien de temps? Alors la durée d'un projet dans le cadre du label bas carbone, c'est 5 ans. On commence toujours par ce qu'on appelle le diagnostic initial. Donc en fait, il y a un bilan des émissions carbone qui est fait au niveau de l'exploitation agricole. Donc on se base sur les pratiques des 3 années précédentes. Ce bilan est fait. Ensuite, avec l'accompagnement, donc dans le cadre ici, donc on est avec des conseillers du groupe de la coopérative Euralis. Donc on va identifier quels peuvent être les leviers d'action qu'Anne-Claire a déjà cités. L'agriculteur va mettre en place ces actions et va les suivre dans le temps avec, il y a tout un système pour calculer, comme je dis, avec les méthodes. Et ensuite, donc, ces certificats, ces crédits carbone sont certifiés par des auditeurs indépendants. Les choses sont vraiment très, très cadrées. Et à la fin des 5 ans, donc, les crédits carbone sont vendus. Et donc, on compare la situation initiale avec ce que donne au bout de 5 ans. Hein, c'est ce fameux diagnostic qui est fait par un auditeur, encore une fois, indépendant. Et qui donne ça. Oui. Non, sauf que tout à l'heure, on a parlé du prix du kilowattheure, etc. Mais enfin, ça vaut combien un prix? Comment est-ce qu'on fait pour établir? Est-ce qu'il y a un prix de vente d'un crédit carbone? Et si oui, comment est-ce qu'il est calculé? Alors aujourd'hui, il y a un marché, donc il y a un prix. En moyenne, aujourd'hui, on est de l'ordre de 30 à 40 euros la tonne de carbone, qui fluctuera et qui continuera d'évoluer du coup selon ce marché et l'offre et la demande. Dans le cas du projet que l'on évoque, les premiers retours d'expérience, on se rend compte qu'on a de l'ordre de 1,2 tonne d'économie carbone par an que l'on arrive à obtenir par la mobilisation de certains leviers. Et donc ça revient dans un ordre de grandeur de 4 à 5 000 euros par an par agriculteur qui peut être mobilisable du coup en termes de financement sur ce type de démarche. Là encore, on est sur un premier niveau et quelques exemples. Tout l'enjeu sera de voilà, le but, c'est évidemment de développer, mais il faut bien avoir quelques exemples parce que ça donne évidemment par rapport à tout ce que l'on entend, des données très concrètes. Et d'ailleurs, avec avoir les petites réactions, peut-être qu'il y aura des questions d'ailleurs tout à l'heure là-dessus, mais ça permet finalement de se dire au bout de X temps, voilà ou une année, voilà sur ces exemples très, très concrets ce que ça donne. Il faut se dire que chaque projet de compensation, Céline, en fait, se voit attribuer une valeur pour des crédits carbone qu'il génère. En réalité, c'est ça qui est dur à comprendre. Oui. Et c'est là où on a besoin aussi du conseil que vous pouvez apporter. Oui, mais alors c'est vrai que c'est très important de comprendre que chaque projet va être contractualisé avec un prix différent. Ce prix, en fait, on est vraiment sur un marché d'offres et de la demande. Donc forcément, plus on a de financeurs qui cherchent à compenser, plus le prix est élevé. Et ensuite, tout se négocie avec le financeur en question, avec le client final. C'est-à-dire que si on est capable de montrer qu'on apporte ce qu'on appelle des co-bénéfices, si on montre qu'au-delà de la compensation carbone, on va avoir des actions pour préserver globalement l'environnement, donc les ressources en eau, la biodiversité, la structure du sol, la fertilité du sol, tout ça, ça peut être monnayé quelque part et augmenté. Après, aujourd'hui, c'est en moyenne ce tarif-là, mais on voit bien qu'on est aussi sur une dynamique qui va faire que ce tarif-là va augmenter dans le futur. C'est quoi le rôle de l'IDEA très concrètement dans ce type de projet? En quoi finalement ça peut intéresser, mettons un semencier qui est ici présent pour finalement faire appel quelque part à l'IDEA aussi pour cet accompagnement-là? Oui. Alors, un semencier comme l'IDEA est très intéressé par ce type de projet parce qu'on a la particularité d'avoir un portefeuille multi-espèces. Et vrai. Dans ce portefeuille, on a en fait toutes les solutions pour quelque part mettre en place ces nouvelles pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir aussi bien des solutions pour limiter les émissions de carbone. Je pense aux légumineuses, aux protéagineuses, les pois chiches, les pois, les haricots, la luzerne, la fève. Faites attention, vous avez commencé une énumération, vous devez en oublier aucun. Ouais, je crois que j'en ai oublié. Voilà, ils vous pardonneront.
Le soja aussi, ou même voilà, des espèces qui sont peu consommatrices en azote, comme le tournesol ou le sorgho. Donc ça, c'est pour la partie émission. Ensuite, on a tout un panel de possibilités pour séquestrer du carbone dans le sol, donc du carbone atmosphérique dans le sol. Et là, c'est tout ce qui va concerner nos couverts végétaux. Voilà, et donc aujourd'hui, on a une très bonne connaissance de ces couverts végétaux et de leur capacité de séquestration de carbone, et également des plantes campagnes, par exemple des plantes campagnes qu'on va rajouter aux cultures de colza pour venir rechercher de l'azote. Mais votre rôle, je reviens là-dessus, c'est aussi de vraiment mettre en relation quelque part les différents acteurs, parce qu'on a bien compris qu'il y avait une complexité. On imagine bien le métier premier de la production, très bien, mais après il faut valoriser ça, il faut négocier, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. C'est là aussi où vous arrivez à intervenir? C'est là où c'est pas du tout notre métier de base. C'est bien, hein. c'est pour ça que je vous pose la question. Et donc du coup, on a fait appel forcément à des partenaires. Donc on a rencontré pas mal de partenaires sur ce secteur-là. On a choisi ceux qui nous paraissaient les plus sérieux. Et donc on a un partenaire qui s'appelle Carbonap, qui est ce qu'on appelle un mandataire, qui est approuvé par le ministère. Mandataire, en fait, il va avoir pour rôle de mettre en relation les clients finaux et les porteurs de projets. Donc le porteur de projet, en fait, il va l'aider à faire un petit peu son diagnostic, à évaluer le potentiel qu'il peut y avoir sur ce type de projet. Il va dimensionner le projet. Il va s'occuper de tout l'aspect administratif, donc de l'enregistrement du dossier au niveau de la Très DREAL. important. On a dit qu'il fallait faire appel à des auditeurs indépendants et externes. Donc en fait, il va faire tout ce suivi administratif et surtout, il va rechercher le client final et il va contractualiser avec ce client final. C'est lui en fait qui va négocier quelque part le prix. Il va être le représentant. C'est pour ça qu'on appelle ça un mandataire. Il va être le représentant du porteur de projet. Et de l'autre côté, il va également accompagner les clients finaux. C'est-à-dire qu'en fait, il va les aider à réfléchir un petit peu à leur stratégie de compensation. Alors toujours pareil dans le marché volontaire. Et ensuite, en fait, il va l'aider à trouver, de l'autre côté, les porteurs de projets. Donc, il a une plateforme où il présente les différents projets aux clients finaux. Donc ça, c'est Carbonap, hein, votre expert. Puis vous avez un autre partenaire, c'est My Easy Carbon. C'est quoi la différence entre les deux et finalement, c'est quoi leur complémentarité? Ouais, alors donc Carbonap, c'est toute la partie, on va dire, administrative, montage de projet. My Easy Carbon, en fait, pour suivre les actions qui ont été mises en place, mesurer et évaluer les impacts, en fait, il faut un outil digital. Donc en fait, My Easy Carbon, c'est notre prestataire qui va mettre en place ce qu'on appelle un outil de MRV. M pour monitor, donc voilà, Okay. suivre. R pour reporting, donc pour rapporter, et V pour vérification. Voilà, donc en fait, on va suivre tout ce qui se passe, on va tout consolider dans une base de données, et ensuite on va vérifier, et c'est ça qui va en fait servir de base aux audits. Donc c'est un outil qui est vraiment indispensable. On a deux volets dans My Easy Carbon. On a un volet qui peut peut-être vous intéresser dans un premier temps. C'est un diagnostic qu'on appelle simplifié. Donc là, il s'agit juste de répondre à quelques questions. C'est assez rapide. Normalement, ça prend combien de temps? 15-20 minutes. Voilà. Et normalement, vous avez toutes les informations en tête et ça vous permet de savoir si oui ou non il y a un intérêt sur votre exploitation. Et ça veut dire qu'après, cet outil-là, enfin cet accompagnement-là, il permet de mettre en place, comment dire, on se dit, tiens, on peut jouer sur tel et tel levier, on met en place des hypothèses, et il y a une forme de simulation. Oui, c'est ça. Alors, la partie simplifiée, non, hein, parce que c'est vraiment... voilà. Oui, et ensuite, on rentre vraiment dans l'outil de MRV à proprement dit. Et là, effectivement, donc on commence par le fameux diagnostic initial basé sur les 3 années précédentes. On va on va simuler certains leviers. On va voir quels peuvent être leurs impacts. Ça va permettre d'évaluer le revenu additionnel que ça peut apporter. Et ensuite, une fois que l'agriculteur a choisi les actions qu'il veut mettre en place, il va suivre ces actions, il va les enregistrer quelque part dans cet outil de façon à ce que ça serve pour l'audit. Vous voulez rajouter un mot, Anne-Claire ? Oui, je voulais insister sur cette étape de diagnostic, puisque sur le premier retour d'expérience que l'on a, on voit que chaque situation est spécifique et particulière, et que du coup cette étape est vraiment importante dans la mobilisation de cette mécanique, puisqu'il faut vraiment tenir compte de ces pratiques actuelles et d'aller identifier les bons leviers, puisque derrière ça engage sur 5 ans, avec du coup des pratiques à suivre de près. Donc dans les premiers exemples que l'on a déployés, on se rend compte que ce moment d'accompagnement et d'identification des bons leviers, il est très important et il faut le faire bien, sinon il peut y avoir derrière plus de déception qu'autre chose si dans la durée
on n'arrive pas au résultat obtenu. Alors, donnons la parole justement à des agriculteurs qui se sont engagés, les premiers quelque part, hein, que vous avez identifiés, que vous avez accompagnés, sachant qu'avec l'IDEA, vous avez déjà proposé à une vingtaine d'agriculteurs de monter un projet. Le but va être d'intensifier tout ça, hein, j'imagine, par la suite. Mais déjà, voyons le premier retour de cette vingtaine d'agriculteurs. Je vois que certains sont dans la salle. Allons-y, reportage. L'offre label bas carbone propose aux agriculteurs de valoriser leurs bonnes pratiques agricoles au niveau aussi bien des rotations, mise en place de couverts ou diminution du travail du sol. Cette offre test a été réalisée sur une vingtaine de fermes, sur la globalité du secteur l'IDEA Euralis. Cela représente environ 2400 tonnes de carbone stockées et qui seront revendues et valorisées pour les agriculteurs. Cette année, on note que les 20 agriculteurs ont des profils totalement différents. On peut avoir des maïsiculteurs, on peut avoir des éleveurs. Cette offre peut s'adapter à tout profil. Les producteurs engagés sont représentatifs de tout le territoire. On peut être aussi bien ici, au cœur du Pays Basque, ou dans le 81. Cette offre, c'est un contrat sur 5 ans. Cela va amener à qu'on se revoie tous les ans pour faire un bilan et pour financer chaque année les améliorations effectuées. J'ai entendu, donc, comme beaucoup d'entre nous, parler du label bas carbone. C'est à ce moment-là qu'Aurélie m'a fait savoir que l'IDEA Euralis avec Carbonap proposait le label bas carbone. Et en discutant donc avec elle à ce moment-là, m'a dit qu'on allait étudier, même avec de l'élevage, que c'était possible que ça fonctionne. J'implante des engrais verts depuis longtemps, notamment sur les semences. Cette démarche va me permettre de les généraliser sur d'autres cultures, notamment sur des cultures d'hiver, faire des engrais verts l'été. Et ensuite, l'autre paramètre qu'il faut que je modifie, c'est le non-labour. Alors je pratiquais déjà du non-labour, mais ce n'était pas automatique. Donc voilà, et donc de plus en plus, je vais vers ça. D'un point de vue financier, chaque année, le diagnostic à date nous permettra de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait aussi, bien sûr, et de valoriser à ce moment-là l'indemnité qui sera perçue année par année sur les 5 ans. C'est-à-dire que l'année où je n'aurai pas semé tous les engrais verts, je toucherai forcément un petit peu moins que ce qui est prévu dans le contrat. La démarche du label bas carbone, on y vient petit à petit, effectivement, parce que ça fait des années qu'on fait des engrais verts de façon moins automatisée. Ça fait petit à petit, on essaie de moins labourer ou de ne pas labourer du tout. Cette démarche devrait me permettre de la généraliser, par-dessus tout de pouvoir la valoriser financièrement. Un exemple donc parmi tant d'autres. Anne-Claire, donc je le disais tout à l'heure, le but, c'est évidemment de regarder ce qui se fait, d'en tirer déjà les premiers enseignements, puis un peu d'intensifier tout ça. Oui, tout à fait. Donc là, on voyait à travers la vidéo qu'on a aujourd'hui embarqué et engagé une vingtaine d'agriculteurs sur l'exercice passé. Aurélie mentionnait un peu plus de 2000 hectares. Je vous disais au début que quand on regarde les objectifs que l'on se doit d'atteindre à 2030, il y a plutôt une nécessité d'aller déployer ce genre de solutions sur de l'ordre de 25 000 hectares par an. Donc on voit le chemin. Il y a un gros chemin à parcourir et la nécessité du coup d'accélérer sur ces sujets. Donc oui, on va continuer d'intensifier cette démarche en partenariat avec l'IDEA. On prévoit dès le printemps de revenir vers vous tous, agriculteurs de la coopérative, à travers vos conseillers et les équipes qui peuvent accompagner sur ce sujet, et en essayant de petit à petit tirer les enseignements de ces premiers retours d'expérience et de potentialiser aussi les différents leviers qui peuvent être mobilisés. Est-ce qu'on peut parler pour être clair, de revenus complémentaires ou plutôt d'incitation finalement à mettre en place de nouvelles pratiques gagnant-gagnant sur ce long terme? Parce que quand on entend certaines choses dans les médias ou autres, on se dit oui, c'est du revenu complémentaire, etc. C'est le bon terme ou pas? Moi, j'évoquais plutôt un financement en face d'un coût ou d'un risque à couvrir. Je pense que c'est difficile en tout cas aujourd'hui et au retour d'expérience actuelle et au niveau des valeurs de marché que je mentionnais, parler de revenus complémentaires, ça paraît aller trop vite. Je pense qu'aujourd'hui, on est d'abord et avant tout en capacité de mettre le pied à l'étrier, de pouvoir mettre en face de cette source de financement des actions
et de couvrir un risque. Mais on n'en est pas encore à parler de revenus complémentaires. Vous accompagnez aujourd'hui, Céline, d'autres distributeurs ou d'autres agriculteurs en France ou peut-être en Europe d'ailleurs, dans ce type de démarche? Bien sûr. Donc on a commencé avec Euralis, mais effectivement on présente cette démarche à d'autres distributeurs et prochainement on devrait avoir d'autres agriculteurs qui s'engagent à d'autres régions de France. Ensuite en Europe, oui, effectivement le marché volontaire nous intéresse sur d'autres pays, notamment la Roumanie, l'Allemagne et la Pologne. Donc là on a engagé une étude de marché. Parce que la problématique, c'est que le label bas carbone, il est vraiment franco-français et qu'au niveau européen, il n'y a pas de réglementation qui existe. Voilà, il y en a une qui devrait arriver fin 2024, je crois. Mais voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, le marché carbone sur les autres pays européens, c'est voilà, il y a énormément d'acteurs qui existent. Chaque acteur a ses méthodes, chaque acteur a sa façon de calculer, ses modes de certification. Donc nous, en fait, il faut vraiment qu'on évalue le potentiel de ce marché et comment il se met en place. Il y a combien de projets label bas carbone en France aujourd'hui? On peut les quantifier? Oui, il y a un rapport qui est émis tous les ans à date à fin 2023 sur le référentiel Grande Culture, qui est celui du coup que l'on évoquait principalement. On en est aux prémices puisque sont comptés un peu moins d'une centaine de projets sur 2023. Par contre, il y en a beaucoup plus, et Carole Lejeune le mentionnait, sur le référentiel forestier, donc plutôt sur des initiatives autour des haies ou du reboisement, où là on est à plusieurs centaines de projets, je pense plutôt de l'ordre de 5 à 600 projets qui ont été lancés. Mais du coup, tout ça nous montre que c'est le début et qu'il y a encore une place importante et un développement important à faire sur ce sujet. Avec des enjeux pour que ça prenne évidemment plus d'ampleur, hein, on peut se le dire. Et c'est là où on est au cœur de la réflexion finalement, hein, les uns les autres. C'est comment est-ce qu'on fait pour donner de l'ampleur, en retirer un bénéfice à la fois pour son exploitation, mais aussi quelque part dans sa capacité à être un acteur de la transformation et donc de la décarbonation. Oui, en retour d'expérience de nouveau sur ce que l'on a initié, on voit que derrière, et on l'a évoqué déjà un peu à travers nos propos, mais il y a plusieurs enjeux. On a évoqué ce marché carbone et la valeur du crédit carbone actuel, qui est ce qu'elle est et qui se met en phase de coût ou de prise de risque, mais qu'on souhaiterait voir gagner en valeur. On a un engagement pluriannuel, donc on voit bien que ce sont des démarches qui engagent et qui doivent être suivies de près. Il y a des enjeux forts de traçabilité, on l'a vu aussi, hein, il faut du coup être outillé et avoir les bons outils pour suivre ça de près. Et puis peut-être de manière encore plus importante, on se rend compte aussi là sur les premiers cas que l'on accompagne, que ça favorise plutôt les agriculteurs qui n'ont pas du tout changé leurs pratiques à aujourd'hui, donc qui partent plutôt de rien et qui démarrent la mise en place de couverts ou le non-travail du sol. Donc notre retour d'expérience aussi, c'est de constater que c'est un levier, cette mécanique de crédit carbone, le label bas carbone. Il faut qu'on continue et qu'on intensifie, mais il faut aussi qu'on mobilise d'autres initiatives complémentaires. Et donc ce que l'on travaille aussi au sein de la coopérative, ce sont des contrats durables avec nos clients industriels. On a mis en place le contrat Gaïa avec différents leviers aussi de pratiques durables. Et on est convaincu que c'est la somme de toutes ces solutions qui doivent permettre d'adresser le plus grand nombre d'entre vous selon votre niveau de maturité et vous engager sur des voies de progrès, parce que c'est l'ensemble qui permettra de répondre aux objectifs qu'on a vus très ambitieux de réduction carbone. On ne peut pas se contenter juste d'aller embarquer ceux qui n'y sont pas encore. Il faut qu'on continue de pouvoir accompagner aussi ceux qui ont été pionniers ou qui ont déjà engagé des démarches et qui peuvent peut-être les porter encore plus loin. Olivier, mais je pourrais poser également la question à Carole. La première réaction là, que je viens d'entendre, là, je ne dirai pas de qui, mais là que je viens d'entendre un bout d'oreille, c'est est-ce que c'est pas, en plus la question est presque bien trouvée, mais est-ce que c'est pas une usine à gaz? Comment est-ce que votre rôle, encore une fois, de simplification, d'accompagnement, etc., il est absolument clé? Il est vital. On voit bien là, il y a un enjeu énorme hein, de la part pour la coopérative et pour ce qu'elle représente pour le groupe. Aujourd'hui, il faut rassurer, il faut inciter. C'est ça, Olivier, aussi, qui est le cœur de quelque part du débat? Un peu en synthèse de ce qu'on se dit, c'est que ce 1 million de tonnes, si on veut s'y attaquer, il faut s'y attaquer site par site, camion par camion, mais aussi hectare par hectare. Donc c'est là où, sur cette partie des hectares, oui, Anne-Claire et Céline nous montrent que c'est pas, tout n'est pas encore
complètement cadré, ou c'est encore une voie qui doit s'améliorer. Néanmoins, il faut avoir les mains dedans. Il faut prouver par l'exemple que ça marche et que ça paye. Et puis, il faut pousser. Et le fait d'avoir anticipé, d'avoir fait c'est quelque part ces premiers diagnostics, ces premières initiatives, ces premiers projets, c'est aussi une valeur ajoutée à l'échelle du temps que vous proposez. Un premier retour très concret. Hein. Oui, des retours d'expérience, comme je l'évoquais, hein, on tire à chaque cas particulier, étant donné qu'il y a une myriade de cas et de situations différentes. C'est effectivement tous ces retours d'expérience qui nourrissent les initiatives futures. Carole Carogard, vous portez d'un œil encore un peu plus extérieur quelque part, hein, sur ce que l'on entend, sur ce que l'on vit, mais aussi peut-être sur les réactions que ça suscite et les interrogations que ça peut susciter. Bah oui, on a eu beaucoup d'informations là en quelques temps. Moi, ce que je retiens et ce qui, je pense, est intéressant à garder en tête, c'est que le sujet du climat, c'est déjà évidemment l'affaire de tous. On voyait les objectifs, c'est tous les secteurs, c'est tout le monde collectivement. Et sur l'alimentation, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre d'un Français. Un Français, il émet en moyenne 9 tonnes de CO2 par an. L'idée pour atteindre la neutralité carbone, c'est d'arriver à 2 tonnes. Donc c'est bien ça le sujet pour nous au niveau du secteur alimentaire, comment on répond à ces objectifs-là. Et donc le sujet du climat, ça va faire partie d'un des premiers risques pour les entreprises de demain. Le premier risque étant de ne pas s'adapter au réchauffement climatique, et le deuxième risque sera de ne pas y avoir répondu, c'est-à-dire de ne pas s'être décarboné. Et donc, on l'expliquait tout à l'heure, le sujet du réchauffement climatique et du coup de la décarbonation arrive dans un enjeu stratégique de l'entreprise, de toutes les entreprises, de tous les secteurs. Et donc, dans le secteur de l'alimentation, les projecteurs vont vers le scope 3, on l'appelle comme ça, mais les projecteurs vont vers nos exploitations agricoles et les agriculteurs coopérateurs. C'est là qu'interviennent les coopératives qui ont un rôle quand même ultra central de lien entre l'amont et l'aval et de mettre en œuvre et de maximiser l'ensemble des solutions qui peuvent être mises en place pour la décarbonation de notre secteur. Avec des formidables opportunités, mais derrière aussi de transformation, on le disait tout à l'heure, il y a profondément cette capacité à être porteur de solutions, à être des acteurs positifs dans cet enjeu. Et quand on est au moment où l'on vit aujourd'hui aussi dans ces interrogations en matière à la fois d'image et puis quelque part de rôle central du monde agricole, vous vous dites qu'il y a une carte à jouer. D'ailleurs, on l'a entendu du président de la coopération agricole de dire on y va, et on y va vraiment volontaire parce qu'on peut en ressortir tous individuellement extrêmement gagnants. Oui. Après, par exemple, au niveau mondial, le marché du carbone volontaire qu'on évoquait, aujourd'hui, ça représente 0,6% d'émissions de gaz à effet de serre compensées ou échangées. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Et on estime que ce marché il va exploser dans les prochaines années potentiellement, notamment du fait de toutes ces réglementations qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y a évidemment une carte à jouer, c'est pas la seule, et c'est là où effectivement il y a plusieurs modalités de financement de notre transition que nous, coopératives, nous devons aller chercher. C'est évidemment le marché du carbone volontaire, c'est la prime filière, la contractualisation avec nos acteurs de l'aval, et aussi évidemment les subventions publiques qu'on n'oublie pas, en plus du travail que nous on doit faire en interne sur la flotte, sur l'industrie, nos émissions industrielles quand on en a, etc. Donc nos émissions directes. Alors, c'est le moment, avant qu'on aille aux conclusions, mais c'est le moment peut-être d'avoir des précisions, de poser des questions. Je ne sais pas si quelqu'un va se dévouer pour faire passer un micro dans la salle, sinon j'y vais sans aucun problème. Mais s'il y a des questions à poser et à prendre, levez-vous et j'arrive jusqu'à vous pour vous donner un micro. J'ai vu une main se lever ici. Et pour que la caméra prenne votre visage, Vincent, levez-vous. S'il vous plaît, hop, parce qu'on a une toute petite caméra qui va aller jusqu'à vous. Oui, bonjour. J'aurais une question à poser là. On est 380 000 paysans en France, pas tout à fait, mais avec vos emmerdements là, je pense que bientôt il y en aura de moins en moins, quoi. Enfin, c'est du moins ce que je pense. Voilà. Vous dites que c'est volontaire, pour l'instant c'est peut-être volontaire, mais bientôt est-ce que ce ne sera pas obligatoire carrément?
Voilà, merci de votre réponse. Mais alors, en tout cas, merci de partager le point de vue. C'est très franc et c'est très direct. Non, je vais me permettre de répondre. Ce qui est intéressant, ou la façon dont il faut le prendre positivement, c'est si ça devient en effet volontaire et qu'on prend notre destin en main. Christophe le citait tout à l'heure, là, en début de semaine, au niveau de la Commission européenne, on a commencé à avoir, je veux dire, un peu de ciel bleu, c'est-à-dire le carbone au niveau européen, on va encore plus vite, encore plus fort. Maintenant, c'est moins 90% en 2040. Et l'agriculture, on laisse un peu tranquille. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est gravé dans le marbre, ça va être compliqué, etc. Mais l'opportunité qu'on a, justement, c'est de pouvoir avancer sans qu'on ait des normes stupides, des lois stupides. Mais ça, pour le coup, si on ne bouge pas, ils nous remettront des trucs. C'est ça. Et autant prendre les devants, c'est ça, hein, le cœur du message aussi, c'est autant prendre les devants et autant montrer qu'on est l'acteur, le porteur de solutions, pas qu'on va nous l'imposer. Oui. Hein? Si je voulais rebondir aussi sur ce que disait Carole Lejeune, c'est ce que l'on pressent aussi, ça va devenir indispensable pour assurer nos débouchés de demain. Donc c'est s'y préparer dès maintenant et ce à quoi on s'attelle aussi côté opérationnel à la coopérative, c'est de travailler à valoriser ces débouchés et à vous assurer du coup la valeur de ce que vous produisez. Mais effectivement, ça nécessite des emmerdements, comme vous dites, à date, là, à aujourd'hui, parce que ça change et ça bouscule sur les pratiques, mais c'est indispensable pour assurer la pérennité des revenus de demain et de vos productions d'aujourd'hui. Allez, une autre prise de parole. Je vous en prie, Henri Biespéré. Henri Biespéré, oui. Merci vraiment pour tout l'apport qui a été fait là autour de cette table ronde. Moi, j'ai même découvert voilà, le point où on en était au niveau de la coopérative. Je crois qu'il y a un point qui a été juste effleuré et qui rejoint quand même les préoccupations qu'on a entendues ces jours-ci autour des ronds-points par les agriculteurs. Tout ça ne pourra pas se faire gratuitement. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas que ce soit le produit avec la captation du carbone en plus, mais au même prix qu'avant. Et je crois qu'on a trop peu effleuré ce sujet de la répercussion. Alors Carole a bien dit, il y a le stockage du carbone, mais il faudra que sur ce produit-là, le consommateur au final, il reconnaisse qu'il y a eu des efforts d'agriculteurs tout au long de la chaîne. Et donc ce produit-là, il n'a pas forcément, alors il a moins d'impact sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, mais il vaut peut-être quelques centimes plus cher. Ces centimes-là, il faudra qu'ils reviennent dans la poche de l'agriculteur. Donc ça, c'est quand même un point à ne pas oublier. Carole l'a dit. Je crois dans cette valorisation, en effet, générale, hein, bien sûr. Donc c'est ce qu'elle voulait dire dans l'aspect filière, le job de la coopérative, et c'est ce qui est fait avec les contrats que l'on propose, c'est vraiment d'aller chercher ça. Mais le deuxième élément sur lequel je voulais insister, et là aussi qui rejoint les préoccupations de ces derniers jours, c'est quand même l'aspect réglementaire qui n'avance pas vite, quoi. C'est-à-dire que personne ne l'a dit, mais on est mis en concurrence. Pourquoi ils ne valent que 30-40 € les crédits carbone ici ? C'est parce que pour les grands opérateurs, parce que là on s'adresse à nos industriels, mais on sait qu'on a des grands opérateurs de la gestion de l'eau, des déchets, de l'électricité. On a une présente dans la salle. Voilà. Ils challengent les crédits carbone captés par l'agriculture française avec ce qui peut se faire ailleurs par exemple dans l'hémisphère sud, où le crédit carbone il est à 4 ou 5 €. Et donc là aussi, s'il n'y a pas au niveau européen ce qu'on appelle ces clauses miroirs ou cette réglementation qui dit vous, industriels qui produisez en France et qui émettez en France ou en Europe, vous devez compenser en France, automatiquement, il y aura de la tension sur l'achat de crédit carbone et il devrait prendre rapidement 10, 20 ou 30 € la tonne. Si on ne fait pas de réglementation, les opérateurs ils diront on émet en France, on va compenser dans l'hémisphère sud à 4 ou 5 €, un prix X, et on sera en concurrence avec des opérateurs qui compensent en France. Donc je crois que ça, c'est quand même un sujet aussi important, cette réglementation européenne, pour dire à nos frontières, on demande des choses à nos agriculteurs, quand on les accompagne, ils sont prêts à le faire, mais on se protège par rapport à d'autres qui iraient ailleurs faire des choses beaucoup moins chères, certes, mais beaucoup moins vertueuses. Ça veut dire qu'en effet, lorsqu'on parle de ces échanges mondiaux et internationaux, cette valeur-là, il faut aussi la prendre en considération. Hein, et allons le faire savoir à la nouvelle ministre déléguée de l'Agriculture nommée hier soir, que si elle a réussi à transformer le système, enfin transformer, en tout cas faire évoluer le système d'électricité en Europe plutôt en faveur du système français, et ben allons lui faire savoir qu'elle nous aide à faire la même chose pour le système agricole. Allons-y, notre barre, relevez-vous, je vous en prie. Monsieur, présentez-vous. Je m'appelle Montero Vasco. Et tout ça, je le trouve bien parce qu'il faut laisser quand même un bon planète pour nos enfants. Mais ma question, c'est un peu plus dirigée à Madame Nelly. Moi, je suis producteur de palmipèdes et
un des forts dépenses qu'on a, c'est EDF. Et les informations qui viennent de la part EDF pour notre exportation, ils sont très rares. Nous, on a quand même la possibilité de venir dans cette réunion et on a une coopérative qui est bien proche de notre exportation, qui nous en donne des informations. Alors ma question, c'est comment EDF il regarde les petits exportants, parce qu'on a quand même un gros chiffre à payer au EDF. Les informations, ils sont très rares. Je voulais savoir comment EDF il veut à venir notre petite exportation, que de plus en plus, c'est une charge quand même assez importante. Merci. Alors Nelly Rousseau, vous pouvez revenir sur scène si vous voulez d'ailleurs, ça sera plus simple. Vous avez noté, Nelly Rousseau, en tout cas déjà le sentiment de proximité qu'il y a entre EDF et le client, qui vous appelle déjà par votre prénom, vous avez bien remarqué. C'est super. C'est ça déjà qui va créer une relation de confiance, vous voyez déjà dans le... Allez-y. Merci monsieur pour votre question. Je comprends que vous avez un souci de manque d'informations, c'est ça? Pour être bien... Oui. Alors... C'est-à-dire que vous avez tout à l'heure suscité peut-être aussi une envie, tout à l'heure en disant la transparence, l'aide, les outils d'aide au pilotage, etc. Et si j'entends bien la question, c'est de se dire, ben justement, moi j'ai envie d'avoir ces outils, j'ai envie de pouvoir piloter au mieux. Oui. Alors, je ne sais pas sur quelle information de quelles informations vous manquez, parce que les informations, elles sont de diverses natures. Ça peut être, j'ai un problème sur ma facture et puis je comprends pas bien ma facture et je paye trop cher accessoirement et je veux connaître le détail et donc non, c'est pas là-dessus. Non, je pense reprenez le micro. Reprenez le micro. Après le numéro client de monsieur, c'est le 1 22 3. Non, pardon. Allez-y. Ma question c'est très simple. Nous, on a une coopérative qui est quand même très proche de nous. Et ils viennent nous voir et ils nous disent, tu as ce projet pour économiser. Ils nous en donnent quand même des informations qu'on peut venir chercher. Par contre, EDF, nous, en tant que clients de EDF, ça devrait être EDF de venir nous dire, voilà, vous avez un temps de consommation. Madame, il a parlé de 3 projets que je viens de connaître maintenant. Oui. D'accord. Voilà. Vous trouvez qu'on n'est pas assez proactif vis-à-vis de vous? C'est ça, de venir vous voir. Pour venir vous présenter nos offres, ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement. D'accord. Bon, là déjà, vous avez eu 15 minutes de présentation ce matin. Vous voyez, bon, d'accord. Alors, si c'est le cas, je m'en excuse déjà. Donc effectivement, on a alors ça ne va pas vous satisfaire parce que les offres sont présentées dans notre espace client, etc. Mais vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé. Alors, vous concernant plus spécifiquement, vous avez le directeur commercial régional de la région dans la salle. Donc, on va prendre... Alors là, en territoire de rugby, bien joué. Donc, on va prendre vos coordonnées et on va vous rappeler dès cet après-midi ou dès lundi. Ça, c'est le premier point. Et après... c'est foutu pour le repas à midi, vous. Voilà. Non, mais après je prends votre point. C'est qu'effectivement... c'est vrai que c'est compliqué. On a 1,3 million de clients, c'est compliqué effectivement d'aller. En tout cas, on note, sans aller dans les détails, on note en tout cas cette envie d'avoir plus d'informations et que ce pilotage individuel. Et je la comprends parfaitement bien, d'autant que, comme je vous l'ai présenté, et ma présentation a été sincère, on a vraiment le souhait d'accompagner chacun de nos clients et que le client consomme peu ou beaucoup. On s'en fout, c'est un client. Un client, c'est un client. Encore une fois, moi, j'ai pas de... Voilà, c'est très important. Ce point-là est très important. Mais en tout cas, c'était aussi quelque part l'intérêt de la rencontre avec les acteurs comme vous. Absolument. On va avancer parce que on va avancer. Vous me laissez votre carte, on vous rappelle. Très bien, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et une autre question, une dernière question remarque, la toute dernière, si quelqu'un le souhaite. Sinon, on va aller vers la conclusion de cette matinée. J'ai envoyé un bras se lever, mais pas forcément. Je pense que... Hop. Allez-y, et ça sera la dernière question de cette matinée. Donc, Daniel Salviac, je suis agriculteur. Ce que je regrette dans Labocarb, c'est le fait que les agris qui ont déjà fait des efforts avant le diagnostic, c'est pas pris en compte en fait. Donc, c'est à partir du diagnostic et tout ce qu'on peut faire après qui est valorisé. Mais ce qui a été fait avant, je ne parle pas pour moi parce que je n'ai pas fait beaucoup plus que les autres. Mais c'est pas pris en compte et c'est dommage. Et après, j'avais aussi une question pour vous. Vous avez dit tout à l'heure que la contractualisation, ça sécurisait un peu le tarif
du kilowatt. Pour ma part, je suis président du NASA d'irrigation également, et on a un contrat avec EDF qui date de 2021, et on est passé de 25 € le mégawatt à 52, parce qu'il y avait un bouclier de l'État. Sinon, c'était 80, et là, on est à 125. Et tout ça à cause de l'indice à Rennes, c'est ça? Donc, j'ai pas tout compris. Moi, j'ai eu des explications. Par contre, alors, rapidement, parce qu'on va essayer d'arriver vers la conclusion. Mais en effet, un petit mot de synthèse pour expliquer cette augmentation-là. Et la prochaine fois, nous ferons donc une table ronde directe EDF et ses clients, si vous voulez. On fera ça, oui, oui. Alors effectivement, je comprends bien votre sujet, surtout si vous êtes irrigant. En effet, jusqu'à fin 25, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure pour gagner du temps, mais en effet, on a le système AREN, qui est en effet un volume que nous vendons à nos concurrents, qui est 100 TWh vendu à nos concurrents à 42 € du mégawattheure, et qui est très calé sur les heures d'été. Donc effectivement, quand vous avez beaucoup d'heures d'été, votre volume AREN est important. Il se trouve que comme les prix de l'énergie, de l'électricité se sont envolés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce volume de 100 TWh a été nos concurrents nous en ont demandé davantage que ce qui était prévu. Et donc il y a eu ce qu'on appelle un écrêtement. Et vous, comme vous avez beaucoup d'heures à Rennes, vous avez forcément été écrêté. Et cet écrêtement-là, il est remplacé par le prix de marché. Et comme le prix de marché s'est envolé, du coup, ça vous a fait un prix plus élevé. Mais que ce soit avec nous ou avec nos concurrents, c'est un Oui, je pense que l'explication était voilà, pour l'ensemble de l'augmentation de la facture énergétique. Maintenant, l'AREN, si on parle de l'avenir, l'AREN s'arrête fin 25. Et donc, tout ce que je vous ai dit sur contractualiser sur des horizons 4-5 ans pour avoir plus de visibilité, il n'y aura plus d'AREN là-dedans. À partir de 26, il n'y a plus d'AREN. Et donc, les prix de marché que je vous ai donnés entre 60 et 70 € pour le prix de marché à horizon 4-5 ans, il est stable aujourd'hui. Et si vous contractualisez, ce sera sur ce prix-là. Voilà. Un petit peu. Quoi, mais, voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Parce que vous êtes capable de donner tous ces éléments de réponse. Et merci en tout cas de votre venue ici. Parce que c'était vraiment très intéressant. Mais on voit bien en effet toutes les questions qu'il y a derrière. Mais ça montre en tout cas tout l'intérêt de ces échanges. Christophe, et avant cela, j'aimerais juste, chers amis, juste qu'on remercie l'ensemble des personnes qui sont venues échanger avec vous sur ce sujet, qui est à la fois, Christophe, un sujet de fond, un sujet extrêmement engageant pour la coopérative, mais aussi pour les agriculteurs eux-mêmes. Et puis un sujet, on le sent bien, qui est technique et où on a besoin d'un éclairage, d'un accompagnement, parce que on peut avoir l'envie, on peut avoir la volonté. Encore faut-il être en véritable capacité de le faire financièrement, en termes de reconnaissance, en termes d'accompagnement. Et on sent bien qu'il y a autant d'envie que d'inquiétude, autant d'opportunités, que l'on voit bien lister, que de nécessité à être au plus près de ceux qui veulent partir là-dedans. Bon. Quand on a fait le choix du conseil dans le cadre de la loi Egalim, vous comprenez que tout ça, ça en fait partie. Vous comprenez qu'on est au départ, au début d'une nouvelle aventure qui va faire partie de l'agriculture, qui va faire partie du métier de demain. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit Henri, c'est les clauses miroirs. Il ne faudrait pas que nous, on soit vertueux et que derrière, on continue à importer des choses qui font l'inverse de ce qu'on fait. Au moment où on se parle, je ne sais pas si mes sources sont encore bonnes, mais 50% de l'électricité produite sur la planète est faite à partir de charbon. 4% à partir de NR. Ça fait mal à la tête quand même. Quand on voit qu'en France, on produit 0,8% des émissions de CO2 de la planète. Et moi, je vous comprends et je me comprends. Et on va devoir faire des efforts en plus. Eh bien oui, on va les faire. Parce qu'en fait, on va les faire parce que les entreprises, j'espère qu'elles n'iront pas décarboner au Togo ou dans des pays où ça coûte 2 francs 6 sous. Parce que derrière, reprenez le Green Deal, si on doit avoir 10% des terres qui vont revenir à la nature, c'est de la forêt. La forêt, elle sera exploitée pour faire peut-être de la plaquette, pour faire peut-être des carburants de 2e génération qui seront faits à lac. Donc, oui, on a une contrainte qui nous arrive, mais à nous d'en faire une opportunité. Le gros avantage qu'on a ici, c'est qu'on ne se raconte pas d'histoire. On ne fait pas
Alors, on ne reste pas campé sur c'était mieux hier et on ne changera pas. De toute façon, on n'aura pas le choix. Le tout, c'est de se dire à chaque fois qu'on fait quelque chose, faisons-en une opportunité. Parce que moi, j'ai 51 ans, je suis un enfant des phytos, je suis un enfant du productivisme, mais les gosses qui arrivent derrière, mais ils ont une autre vision que le père. Et derrière, c'est les futurs consommateurs, et derrière, ils iront chercher des choses comme ça. Le problème, c'est, encore une fois, moi, l'esprit compétiteur, je l'ai, mais avec les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Et ça, c'est important. Donc, rappelez-vous le Green Deal. Je reviens toujours au choix du Conseil. Christian était à Bruxelles. Il savait tout ce qui se tramait, toutes ces discussions. Et aujourd'hui, on est dans la matérialisation de tout ça. On est rentré dans le Conseil par le fait tu vends des phytos ou tu vends pas des phytos. Mais aujourd'hui, c'est j'accompagne vers demain, j'accompagne vers le progrès ou pas. Après, la baisse du nombre d'exploitations, on est 380 000, on va atterrir à 240 très vite. Demain, qu'est-ce qu'on va avoir? Des chefs d'entreprise qui vont manager des équipes. Derrière, comment ça va se passer? On aura un panel de production. Moi, je pense que les jeunes, ils auront l'embarras du choix. Mais le problème, c'est avec qui ils vont faire tout ça. Et je pense qu'une question qu'on doit se poser aussi, c'est quel sera les bras, la force de cette agriculture de demain. Aujourd'hui, on a une population qui a mangé du pain blanc. Je ne sais pas si elle acceptera de retravailler. Ou est-ce qu'en parallèle, il faudra qu'on aille chercher des gens qui sont capables de se retrousser les manches, de venir travailler ici, mettre leurs enfants dans nos écoles et de s'intégrer chez nous. Parce que je pense que dans toutes les périodes de l'agriculture, il y a toujours eu des phases migratoires et on ne peut pas rester à côté de ça. Donc encore, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais dans les offres que Euralis doit amener à ses agriculteurs, je parle des offres. Alors certains vont dire, ouais, on est là que pour venir vendre quelque chose. On est là pour apporter, pour être en phase avec ce qu'il faut faire. Mais il y aura certainement la main d'œuvre aussi. Voilà. Parce que qui gavera du canard demain? Qui ira castrer en Haute-Lande demain? Voilà. Et toutes ces productions à valeur ajoutée, si on ne met pas nous, si on ne fait pas l'effort d'amener des solutions, personne ne le fera pour nous. C'est con comme la lune, mais c'est sûr que ce sera comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être proactif, c'est de prendre les devants. Je suis conscient que c'est pas facile. Hein. Je prends un exemple sur la décarbonation. Qui utilise de l'urée chez lui? Levez la main. Eh bien, demain, vous passez à l'ammonitre, vous décarbonez de 13%. C'est pas compliqué de faire ça. On décarbone de 13%. Demain, on va mettre des couverts. Demain, on va travailler les couverts. Je suis content que sur le GNR, je le dis, je ne suis pas là pour faire du syndicalisme, qu'on n'ait pas fiscalisé le GNR tant qu'on n'a pas de solution pour compenser le carburant sur nos tracteurs. Parce qu'un tracteur, quand même, c'est 30 litres à l'heure. Et sans ça, on ne fait rien. Et par contre, fiscaliser le gasoil qui sert à nourrir, moi, personnellement, ça me posait un problème. Voilà. On défiscalise le kérosène pour aller se promener, on fiscalise le gasoil pour nourrir, c'est pas bien logique. Par contre, qu'on ait des solutions alternatives, et là, nous, on sera les premiers à les pousser. Voilà, c'est vers ça qu'on doit aller. Merci Christophe pour ce point. Je vais vous laisser aller vers la conclusion parce que cette matinée, elle revêt également un caractère tout à fait particulier et notamment au regard d'un nom, d'une figure. Vous avez souvent employé son prénom parce que vous jouez à domicile aujourd'hui, en famille. Moi, j'ai presque l'impression de faire partie de votre famille pour vous accompagner depuis tant de temps dans les bons et les mauvais moments. Mais pour ceux qui sortent de l'extérieur, ce prénom, Christian, que vous avez employé plusieurs fois, avec la sincérité et le lien particulier qu'il y a derrière. Je le dis pour nos amis invités d'EDF, il est temps également de passer une nouvelle étape dans ce qu'il représente et dans ce qu'il symbolise dans ce bâtiment qui s'affiche d'ailleurs juste derrière sur l'écran. Donc voilà, je vous ai parlé de Louis Bidot. Ici, on est dans l'amphithéâtre Louis Bidot. Louis Bidot, ça a été une figure de la coopérative. Christian, c'en est une autre. Ça a été notre patron pendant plus de 20 ans. Et nous allons donc inaugurer une plaque à son honneur où on va nommer la salle du conseil d'administration la salle Christian Pes. La salle du conseil, c'est la salle où se décide l'avenir de Euralis. Vous voyez là, on parle de décarbonation. Demain, quand on va vraiment s'engager dans les mesures de la décarbonation, ça sera fait dans cette salle-là. Et donc,
Encore une fois, je l'ai dit, on est en famille ici. Il y a son épouse et ses enfants qui sont là. Voilà, ça fait partie de la famille. On va rester qu'entre nous. Et puis donc, là, on va s'arrêter pour ce moment ici. On va traverser pour aller en face à la salle du conseil. Va s'afficher l'adresse où on va aller manger. C'est le restaurant Le Gueuleton. Le Tournebroche, c'est 37 avenue de Pau à l'Escar. Alors c'est l'ancien Tipia pour ceux qui connaissaient avant. Voilà, donc je vais vous demander de vous lever, d'aller en face, et je vais demander à Marie-Claire, à ses enfants et les anciens du conseil qui ont bataillé avec Christian de me suivre. Merci beaucoup. Générique, le temps d'aller, en effet, pas très loin d'ici, près de l'espace de décision de la coopérative.